Bien, bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer tranquillement cette première table ronde, le temps que toutes les personnes arrivent. On a déjà 43 personnes et on je suivrai au fur et à mesure les personnes qui arrivent pour les tenir un petit peu au courant de l'avancée. Donc déjà, merci à tous de vous être connectés pour cette première session publique du Collège des praticiens, donc qui est une instance particulière du club EBIOS. On y reviendra un petit peu en fin de réunion pour vous expliquer en quoi consiste ce Collège des praticiens. Et donc pour cette première session publique du Collège des praticiens, les présentateurs que je vais présenter autour de la table vont répondre à certaines questions autour d'un thème. Et l'idée, c'est que autour de cette table ronde, les quatre spécialistes puissent échanger leurs points de vue, leurs avis autour de cette question, et on aura aussi une interaction assez forte avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Autour de la table, donc je me présente très rapidement, je laisserai aussi mes collègues intervenants se présenter. Moi, je serai l'animateur de cette table ronde. Je suis membre donc du Collège des praticiens et je travaille donc pour Airbus Protect. Et j'interviens aujourd'hui pour jouer le coordinateur et l'animateur de cette table ronde. Et donc, je serai accompagné pour cette première session de Jean Olive. Bonjour à tous. Donc, outre le fait d'être vice-président du club EBIOS, je suis également vice-président au sein de CGI France et je réalise de nombreuses analyses de risque, notamment dans le secteur public, pas seulement, mais principalement dans le secteur public. Je serai accompagné aussi donc de Stéphane Paul. Bonjour à tous, Stéphane Paul, je suis chercheur à Thales Research and Technology, situé donc au sud-ouest de Paris, à Palaiseau. Je fais de la recherche en cybersécurité, je fais également du support en interne du groupe Thales pour les aider à appliquer les bonnes pratiques en cybersécurité, notamment donc en analyse de risque dans un mode un peu agile et rapide. Et puis je suis également formateur en interne de Thales sur ces sujets-là. Merci. Et de Yann Grispan. Bonjour à tous, donc Yann Grispan, je suis le responsable du collège des praticiens du club EBIOS. Je travaille chez Airbus Protect et je suis technical leader donc au sein du technical office d'Airbus Protect en charge des sujets audit, mais plus globalement GRC, donc gouvernance, risque and compliance. Donc, je fais régulièrement des analyses de risque avec EBIOS Risk Manager et je suis également formateur pour la méthode où on fait plusieurs sessions de formation par an au sein du groupe Airbus, mais aussi à l'externe pour former les gens à la méthodologie et à l'exécution d'analyse de risque avec EBIOS RM. Merci. Donc l'objectif de cette table ronde, une première session pour nous publics, parce que nous avons déjà organisé au sein du club EBIOS différentes tables rondes. L'objectif de cette table ronde, c'est que des praticiens de la méthode échangent entre eux sur leur manière de faire. Donc on part du principe qu'on ne va pas forcément revenir sur des concepts de base ou des définitions précises de la BioCRM, même si on est ouvert à toutes les questions et les trois intervenants pourront y répondre. Je vous expliquerai du coup comment poser les questions. L'objectif, c'est qu'il y ait des échanges qui vont permettre d'avoir des retours d'expérience, des retours d'application entre la théorie de la méthode et son application sur le terrain. C'est vraiment ça l'objectif, la philosophie du collège de praticiens. Et l'objectif de la table ronde, c'est d'échanger, de vous montrer qu'il peut y avoir des différences, des adaptations, des évolutions qui sont faites et que les choses peuvent être implémentées d'une manière ou d'une autre. Le thème d'aujourd'hui, ça va être la mesure de la vraisemblance. C'est un gros sujet. On est dans l'atelier 4 de la méthode EBIOS-RM, mais pas que. Là, je laisserai mes collègues en débattre. Et autour de cette problématique de mesure de vraisemblance, on a des questions qui se posent, qui vont être adressées par nos intervenants ici, qui pourront aussi partir sur d'autres questions, c'est pas un souci. Et vous avez aussi la possibilité, via Menti, de poser vos propres questions que vous voudriez voir abordées à la fin de cette présentation. Donc,
On va faire à peu près 1 heure et quart de questions-réponses d'animation entre les différents intervenants. Et après, on s'adressera à vous. Au travers de Menti, on partagera vos questions, vos points de vue et vos différentes remarques. Et on aura une session de questions-réponses qui peuvent aller d'un quart d'heure à une demi-heure en fonction de là où on en est. L'idée, c'est que je sois un petit peu le timekeeper de tout ça et j'essaierai d'animer pour être sûr que chaque personne ait à peu près un temps de parole équitable et qu'on ait aussi assez de temps pour aborder vos éventuelles questions ou différents thèmes que vous voudriez avoir abordés autour de la question de la vraisemblance. Parmi ces questions, la liste qui est proposée là, les facteurs qui influencent la mesure, comment est-ce qu'on évalue un chemin d'attaque, calcul de vraisemblance, doit-on se limiter au résultat de l'atelier 4, comment évaluer la baisse de vraisemblance apportée par une mesure de sécurité. Ce sont des thèmes qu'on va aborder autour de la problématique de la mesure de la vraisemblance. Et pour ça, je vais laisser la main après à mes collègues pour en débattre, tout simplement. Ce que je peux vous proposer pour commencer, c'est peut-être de donner la main à Stéphane qui a préparé un petit slide qui pose quelques bases et qui va vous permettre à vous trois, donc Yann, Jean et Stéphane, d'enchaîner sur la première thème, première catégorie de questions qu'on peut se poser, qui seraient les facteurs qui influencent la mesure de la vraisemblance au niveau des bio-CRM. Ouais. Oui, voilà, je vous propose donc ce petit scénario qui est inspiré d'une étude de cas que j'ai traité en interne du groupe Thales. Donc, le scénario de risque est le suivant. Donc, un État étranger corrompt un préparateur de mission d'une base militaire opérationnelle avancée pour corrompre des données de préparation de mission et avec l'objectif donc d'aboutir à l'abandon de la mission au front par l'équipe. Voilà. Donc, si tu veux bien cliquer pour animer la planche. Dedans, dans ce scénario, on retrouve évidemment le scénario opérationnel, qui est que le préparateur de mission va corrompre les données de préparation de mission. Et si tu veux bien recliquer encore un coup, on va voir apparaître donc ici la façon dont je vais évaluer la vraisemblance du risque à ce niveau-là, dans l'atelier 4. Qui est de dire bon, il y a très peu de mesures de sécurité qui sont aptes à empêcher ce préparateur de mission de corrompre les données. Il y a bien une vérification syntaxique, mais c'est juste une vérification de format. Il n'y a pas de validation sémantique, et notamment pas d'intervenant tiers qui viendrait voir si les données sont bien celles qui correspondent à la préparation de mission. Et donc, en fait, de mon point de vue, la vraisemblance de l'attaque ici est maximale, donc V4. Il n'y a rien qui empêche le préparateur de mission de corrompre les données. On va voir qu'il y a d'autres facteurs qui viennent intervenir. Donc, il y a en particulier ce qu'on a fait dans l'atelier 2, donc la source de risque, l'État étranger, et son objectif visé qui est l'abandon de la mission au front. Donc, comment ceci peut intervenir? Donc, ça dépend effectivement de, si tu veux bien cliquer encore, la pertinence de ce couple CROV. Dans mon cas ici, il a été classé comme P3, donc pertinence très élevée. Et donc, je considère qu'il n'y a pas d'impact sur la vraisemblance globale. Dernier point que je vais prendre en compte, c'est l'étude de l'écosystème. Donc ici, le préparateur de mission fait partie de l'écosystème. C'est une personne qui appartient à l'organisation du client, qui travaille à d'autres choses que la préparation de mission, mais entre autres la préparation de mission. Et donc, si tu veux bien recliquer, ce préparateur de mission a été considéré comme étant dans la zone de veille. Et dans ce cas-là, moi, je vais baisser significativement en fait la vraisemblance du scénario à 2. Je vais baisser de 2 niveaux parce que je suis dans la zone de veille. S'il avait été dans la zone de contrôle, je l'aurais baissé possiblement de 1 niveau, et s'il avait été dans la zone de danger, en fait, je n'aurais, encore une fois, comme pour le couple SROV, je n'aurais pas modifié la vraisemblance calculée au niveau du scénario opérationnel. Voilà, donc sur ce petit exemple-là, j'arrive à une vraisemblance retenue pour le scénario de risque au niveau de l'atelier 5 à la valeur V2, donc relativement faible. Ouais.
En fait, si on doit rappeler un peu pour les gens qui nous écoutent, effectivement, le guide méthodologique propose une évaluation de la vraisemblance selon trois méthodes, express, standard et avancée, dans l'atelier 4. Pour la version standard, il se base sur un critère qui est la probabilité de succès d'occurrence. Et pour la méthode avancée, il se base sur la difficulté technique de réalisation. Et effectivement, comme le dit Stéphane, là, dans sa démonstration, il prend en compte d'autres critères de vraisemblance pour non pas venir évaluer la vraisemblance, mais corrige-moi si je me trompe Stéphane, mais plutôt pour venir la pondérer, c'est-à-dire pondérer la vraisemblance qui a été calculée lors de l'atelier 4, par rapport à des critères qui sont utilisés en atelier 2 et en atelier 3 pour finalement sélectionner les couples SROV qu'on va retenir pour la suite et également sélectionner les parties prenantes qu'on va retenir pour la suite, à savoir l'indice de pertinence pour les couples SROV et l'indice de menace pour les parties prenantes lors de l'atelier 3. Et effectivement, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est défini dans le guide méthodologique, mais pour autant, c'est une bonne approche. Moi-même, effectivement, je fais comme ça également. Alors, je le fais peut-être pas de manière très formalisée, comme Stéphane l'a montré, mais de manière plutôt intuitive, en fait, lors de l'atelier 4 et quand on va définir la vraisemblance des différents scénarios et modes opératoires, je vais prendre en compte ces valeurs et en débattre autour de la table avec les parties prenantes, en tout cas. Les gens qui sont autour du workshop et qui aident à construire cette vraisemblance, je vais débattre avec eux de savoir si effectivement cet indice de pertinence ou cet indice de menace des parties prenantes a un impact sur la vraisemblance et si oui, on la move de tel niveau. Et c'est vrai que c'est un peu moins formalisé que dans ton approche, Stéphane. Alors, moi de mon côté, il y a quand même un élément qui me paraît fondamental, c'est que on est sur une évaluation qualitative des choses et non pas quantitative. Et il y a toujours un petit biais, je trouve, à faire des règles ou des calculs mathématiques sur une notion qui est qualitative et pas quantitative. C'est la raison pour laquelle évidemment, je vais utiliser des règles. Alors, c'est pas exactement les mêmes que celles de Stéphane, mais ça s'y rapproche, hein. Par exemple, moi, plutôt que de faire baisser une vraisemblance parce que j'ai une source de risque qui est peu pertinente, je vais plutôt caper la vraisemblance. C'est-à-dire, voilà, si ma source de risque à ce niveau de mon CROV à ce niveau de pertinence, du coup, ça veut dire que le scénario ne pourra pas avoir un niveau de vraisemblance supérieur à. Voilà. Mais le point important, je trouve, c'est de ne pas oublier l'aspect qualitatif des choses. Alors oui, on utilise encore une fois des indicateurs quantitatifs qui nous permettent d'obtenir un résultat, mais moi, ce que je fais toujours, c'est de regarder ce que j'obtiens et de regarder si ce que j'obtiens, de manière générale, les risques les uns par rapport aux autres, si la vraisemblance de chacun de ces risques est dans l'ordre que j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? Parce qu'il y a quand même cet aspect qualitatif qui est important. Et quand il y a quelque chose qui me choque, je reviens au pourquoi. Pourquoi est-ce que j'obtiens cette valeur? Soit, je vais montrer finalement que ma vision n'était pas bonne et que effectivement, d'après les valeurs, j'obtiens bien ça et c'est bien à cet endroit-là qu'il faut mesurer la vraisemblance. Soit à l'inverse, j'obtiens quelque chose qui me paraît pas logique, je regarde des indicateurs, je vois qu'effectivement je fais une mauvaise interprétation éventuellement d'un indicateur de mesure, et du coup je reviens sur cette mesure. Et donc j'obtiens encore une fois par cette boucle de contrôle un aspect qualitatif qui prend en compte des tas de facteurs, et pas simplement un seul facteur qui est la difficulté de réalisation. Oui, tout à fait. Et je suis un peu dans Alors le même esprit, maintenant, hein, il Jean. y a une chose que je voulais ajouter, c'est de dire, mais finalement, pour faire quoi la vraisemblance? Parce que on en fait quoi de cette vraisemblance? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Est-ce qu'on veut voir les risques, trier les risques les uns par rapport aux autres dans un même projet? Est-ce qu'on veut voir une valeur absolue?
C'est-à-dire, est-ce qu'on veut calculer quelque chose d'absolu et non pas par rapport au projet? Hmm. Moi, dans mon approche, effectivement, la finalité, elle est toujours d'obtenir un niveau de risque et donc de permettre de hiérarchiser, de cartographier les risques et de pouvoir derrière ordonnancer mon plan d'action. C'est toujours la finalité des niveaux de risque. Maintenant, ce niveau, je le calcule, moi, de manière absolue. J'ai tendance plutôt, j'ai l'impression en tout cas, à le calculer de manière absolue, pas forcément. Pas forcément contextualisé au projet pour justement avoir cette homogénéité, j'ai l'impression. En tout cas, Ça veut dire, Yann, que tu peux avoir tous les risques à la même valeur de vraisemblance. tu peux avoir tous les risques à la même valeur de vraisemblance. Oui, tu peux. D'accord. Mais je ne Ouais. pense pas qu'il y ait une bonne et une mauvaise façon de faire. Je pense qu'il faut se fixer l'objectif et que cet objectif, il est très important pour la méthode qui permettra de calculer la vraisemblance. Moi, je suis Mm. un peu comme toi. Je suis un peu comme toi parce que moi, je me sers de la vraisemblance pour aider l'autorité d'homologation, puisqu'on est souvent dans des démarches d'homologation dans le secteur dans lequel je navigue, de prendre sa décision. Or, l'autorité d'homologation, il voit plein de projets. Donc, si à Mm. chaque fois, il doit faire un effort intellectuel pour se dire, mais est-ce que le risque, il est vraisemblable parce qu'il m'a trié les risques par rapport au projet, ou est-ce que j'ai une valeur qui fait que eh ben, je n'accepterai pas un risque systématiquement s'il est de valeur 4 en vraisemblance? Mm. Mais ce qui Ouais. est peut-être un peu faussé, parce que d'un autre côté, ça devient du quantitatif et plus du qualitatif. Bah, de toute façon, on s'appuie sur des valeurs quantitatives puisqu'on s'appuie sur des valeurs numériques, mais ces valeurs quantitatives, selon moi, elles ont été cotées d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une règle qui nous dit c'est 3, c'est 4, c'est 2 en termes de vraisemblance par rapport à des éléments quantitatifs. Donc c'est toujours subjectif de dire ben, on suppose que c'est cette action élémentaire ou ce mode opératoire, il est plus ou moins vraisemblable sur une échelle de 1 à 4. Mais ça reste qualitatif tant qu'on ne peut pas s'appuyer, à mon avis, sur des données numériques, ce qu'on ne fait pas, à mon Oui, sens. sauf qu'il faut que cet aspect qualitatif soit cohérent d'un projet sur l'autre, si tu veux avoir quelque chose d'absolu. Oui. Donc, moi, ce que je fais, hein, je dis, j'ai pas de solution magique. Ma solution, c'est juste de dire, ah, attention, il y a quelqu'un qui parle, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ouais, n'hésitez pas à couper vos Allô? micros, s'il vous plaît. Damien qui va Euh, gérer ça. Merci. Oui, donc je disais simplement, euh, j'ai perdu le fil du coup, excusez-moi. Oui, euh, Tu cherches à avoir une homogénéité dans oui, tes... je cherche effectivement une homogénéité. J'ai pas de recette magique. Ce que je fais en tous les cas, c'est que j'argumente. C'est-à-dire que finalement, l'argumentaire qui me sert à fixer un chiffre est presque plus important que le chiffre lui-même. Le chiffre, lui, il me sert à trier, il me sert d'indicateur. Mais finalement, Hmm. c'est l'argument qui me permettra de convaincre que le Ouais, risque a plus ou moins de vraisemblance. ouais, ouais, tout à fait. Hein. Ah oui, oui, c'est globalement, c'est ce qu'on fait aussi. Enfin, je pense. C'est assez noble de vouloir effectivement d'avoir des valeurs qui sont transverses à plusieurs projets. Ça me paraît, dans l'absolu, je dirais, assez difficile, y compris même au sein du même projet, parce qu'en fait, on définit que vaguement en fait, les V1, V2, V3, V4, et quand on a 4-5 personnes au sein d'un projet qui participent à l'analyse de risque, je ne suis même pas sûr que les gens au sein de cette analyse partagent la même définition de V3 V4. Et bon, ils finissent par se mettre d'accord sur une valeur, mais est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont la même compréhension en fait, du signifiant en fait, de ce que veut dire ce V2, V3, V4 quoi. Donc, Alors Stéphane, oui, toi, enfin, je suis d'accord avec toi. Donc du coup, moi, j'ai un petit truc là-dessus qui est pas génial non plus. Il y a plein de cas où tu me démontreras que ce que je viens de dire, ce que je vais dire n'est pas valable. Mais dans un grand nombre de cas, ça marche. C'est de se dire, bah, finalement, V4, c'est quoi? Ça a des chances de m'arriver dans l'année. Ça a des grandes chances de m'arriver dans l'année, voire presque systématique. Le V3, ça arrivera probablement dans les 2, 3 ans à venir, et ainsi de suite. Et donc de fixer
finalement des définitions, comme tu le dis, simples, le plus simple possible, pour que tout le monde comprenne, que tout le monde ait la même interprétation, et qui a un biais aussi, mais de toute façon, comme on est dans du qualitatif, toute définition rend un biais. Ce Oui, que je voulais dire, c'est que tout le monde ne la partageait pas, dans le sens où il peut y avoir autour de la table des experts cyber dont la maîtrise et l'expérience des attaques vont faire qu'ils ont une perception assez fine de ce qui est effectivement possible, pas possible, ou voir qu'ils font de la veille, de la veille sur la menace, et qui vont savoir en fait le nombre d'attaques du même genre qui ont lieu, et donc qui sont capables de dire que ça va effectivement arriver dans l'année. Et puis il y a autour de la table, il y a également des développeurs ou des bid managers qui n'ont absolument aucune compétence cyber, et qui vont avoir un avis éventuellement sur la base de leur architecture, de la sécurité, des mesures de sécurité qu'ils ont mis en place, etc. après, moi, je pense que c'est aussi une force de la méthode EBIOS-RM, c'est que c'est une méthode collaborative et justement, vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont potentiellement des avis différents, parce qu'ils ont une vue qualitative, subjective autour de la table, l'objectif, c'est d'obtenir un consensus et c'est l'opposition de ces différents avis qui va finalement nous permettre d'aboutir à une valeur qui n'est pas le résultat d'une seule personne, mais qui est le résultat d'un groupe de travail. Et c'est bien parce que chacun a des perceptions différentes. Parce que si tout le monde avait la même perception, et si c'était très quantitatif avec une règle mathématique que tout le monde doit appliquer pour obtenir le même résultat, il n'y aurait pas besoin, entre guillemets, de faire du collaboratif. Il suffirait d'appliquer la règle, mettre les chiffres et on aurait le même résultat, quoi. Et ça, Donc pour c'est le en coup, ça aussi. j'ai une question pour vous, une question un petit peu tricky. Quelqu'un qui intervient dans une analyse de risque qui vous demande, mais définissez-moi la vraisemblance. Qu'est-ce qui, moi, en tant qu'acteur au sein de mon analyse de risque, fait que je suis légitime? Expliquez-moi comment je peux, moi, à mon niveau, définir une vraisemblance. Qu'est-ce que vous attendez? Comment vous définissez la vraisemblance? Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que c'est une proba de succès? Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que euh, c'est lié sur du technique? Enfin voilà, comment est-ce que vous définiriez à quelqu'un de néophyte une vraisemblance? Alors, je crois qu'Yann en a parlé au tout départ en disant finalement, globalement, c'est une probabilité de succès cumulée éventuellement avec une difficulté de réalisation. Mais au fond, c'est ce que je disais. Il ne faut pas oublier la finalité des choses. C'est de dire, ça doit servir à une autorité quelconque, d'homologation ou dans le privé, un directeur, de prendre des décisions, de savoir s'il doit ou pas traiter le risque et à quel niveau et avec quelle priorité. Et la question qui va se poser tout de suite, indépendamment de l'aspect gravité, bien sûr, mais la question qui va se poser, c'est est-ce que ça a des chances que ça m'arrive? Alors, le problème de ça, c'est que ça dépend du contexte. Parce qu'il y a 15 jours, quand on posait la question quel est le risque pour avoir un déni de service sur le RIE, bah, et le RIE, les homologués, machin, zéro. Vraisemblance pratiquement nulle. Bon, je ne pense pas que les gens répondraient la même chose aujourd'hui. Notamment ceux qui ont eu la malchance dans les ministères d'avoir leur messagerie sur Office 365, par exemple. Oui, c'est sûr. Après, moi, nous, on utilise beaucoup la méthode avancée, donc on utilise beaucoup probabilité de succès et effectivement difficulté technique, même si on rajoute également aussi à la fin, enfin, on prend en compte également à la fin, comme l'a montré Stéphane, certains critères de l'atelier 2 et de l'atelier 3. Mais pour autant, il faut, comme tu l'as dit, Jean, toujours, une fois qu'on a fait la partie méthode, calcul, poser une valeur, etc., il faut toujours prendre du recul et puis finalement se dire, c'est quoi l'objectif? À quoi ça sert l'analyse de risque? À quoi ça sert ce risque? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Derrière, il y a une décision par une autorité, il y a un budget qui va être enclenché, etc. Et donc, du coup, il faut toujours, bah, comment dire, je n'arrive pas à trouver les mots, mais prendre du recul pour essayer de déterminer, bon, effectivement, est-ce que ça peut arriver, est-ce que ça peut pas arriver, et voir si finalement ce qu'on pense en intérieur reflète la valeur qu'on a posée tous ensemble, quoi. C'est pas très Oui, clair. alors après, si, c'est assez clair, mais il y a une autre dimension. Et moi, je prends toujours le risque associé à une source de risque qui est l'administrateur technique. Moi, j'aime beaucoup ça parce que calculer la vraisemblance d'un risque qui part de l'administrateur technique, allez, je vais un peu exagérer, mais à tous les coups, je vais obtenir 4. En vraisemblance. Pourquoi je vais obtenir 4? Parce qu'il a tous les moyens aujourd'hui, il est en haut de la pyramide, il a tous les privilèges, il peut faire un peu ce qu'il veut.
D'accord? C'est, comme je l'entendais ce matin, le Dark Vador, en fait, de la sécurité, l'administrateur. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Il est le seul maître à bord. Ouais, mais est-ce que ça a un intérêt de mettre toujours 4 sur... Et puis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pertinent? Parce que moi, quand j'arrive à mes clients me disent, oui, mais mon administrateur, j'ai confiance. Mon administrateur, il va pas faire ça. Et quand vous me dites que le risque, il est quasi certain, puisque j'ai défini ici la vraisemblance 4 comme quasi certain qu'il se produise, ah non, j'y crois pas. En tout cas, c'est moins important qu'un autre risque éventuel. Ouais. Alors, moi, Et- je les instruis, ces risques, avec les administrateurs. Et la vraisemblance, c'est vrai que la vraisemblance intrinsèque, elle est souvent très élevée parce que forcément, les administrateurs ont énormément de privilèges, les privilèges les plus élevés d'ailleurs. Pour autant, on arrive à trouver des mesures de sécurité. Je pense notamment au framework à double ou triple validation, ce genre de choses qui, en fait, empêchent un administrateur seul de pouvoir et de faire une tâche. Il faut qu'il soit couplé avec un autre administrateur ou deux autres administrateurs qui valident quelque chose pour que ça puisse derrière lancer finalement l'opération. Ce qui fait que ça va réduire la vraisemblance dans le cas où on est la corruption d'un seul administrateur, parce que là, il faudra en corrompre deux ou trois simultanément, ou corrompre deux ou trois machines d'administrateurs, etc. Donc, on arrive toujours à trouver certains moyens de réduire cette vraisemblance, mais c'est vrai qu'à la base, intrinsèquement, les risques qui embarquent des sujets administrateurs ont souvent des vraisemblances très élevées dues à leurs propres privilèges. Ouais. Alors, je parlais pas des moyens de Mais traitement. Stéphane, toi, par rapport à ce que j'ai Stéphane, présenté, ouais, Stéphane, vas-y. oui. Bah, par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure dans l'exercice militaire, là, mais ton administrateur, il est également, de mon point de vue, dans la zone de veille. Et donc, ton V4, il va se transformer en V2 parce que, pour moi, l'administrateur, il est effectivement, comme tu dis, quelqu'un qui n'est pas susceptible de passer à l'acte. Et pour répondre à la question de Damien, hein, ça revient un peu à ça, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu la question en réel, hein, personne ne m'a jamais demandé comment on définissait la vraisemblance, mais du moins, quand je donne les formations, j'ai tendance à découper la vraisemblance en deux parties. D'une part, la vraisemblance de passage à l'acte, et ça va être très motivé effectivement par à la fois tout ce qu'on fait dans l'atelier 2, le couplet CROV, et aussi partiellement à travers l'atelier 3, donc le niveau de menace de l'écosystème, dans le sens où est-ce que l'écosystème va devenir en soi un vecteur d'attaque, et puis en fait, la vraisemblance de réussite qui, elle, s'exprime plutôt dans l'atelier dans l'atelier 4. Et donc, la vraisemblance globale, c'est un mix en fait de la vraisemblance de passage à l'acte et la vraisemblance de, de réussite. Et parfois, en fait, la vraisemblance de passage à l'acte l'emporte très largement en fait sur la vraisemblance de réussite. Récemment, on parlait, j'ai été sur une étude de cas qui se passait dans des pays arabes. Là-bas, effectivement, lorsque les gens sont pris en train de faire quelque chose de malveillant, généralement on leur coupe la main. On peut dire que ça a un effet très dissuasif en fait sur le passage à l'acte. Et même si la vraisemblance de réussite est très simple, en fait, la vraisemblance de passage à l'acte est extrêmement faible. On peut, comme Alors, j'aime les beaucoup. gens disaient là-bas, hein, on peut laisser le portefeuille traîner sur la table avec les billets dedans et on reviendra 24 heures après, le portefeuille avec les billets seront toujours dessus. Personne n'ira toucher, même si c'est très simple. Alors, je suis sur une attaque physique, hein, mais en cyber, ça peut être similaire. Non, mais j'aime beaucoup l'idée du risque-bénéfice que j'exprime comme ça, si tu me permets, Stéphane. Et moi, il y a un indicateur que je trouve extrêmement important pour juger de la vraisemblance, dans cet esprit qualitatif, encore une fois, et non pas quantitatif, hein, mais qualitatif, c'est l'impunité. Moi, je dois être honnête. Quand j'ai commencé ma carrière de consultant, il y a à peu près 30 ans, donc je pense qu'il y a prescription maintenant, j'étais jeune consultant idiot, j'ai trouvé une faille, hein, et l'exploitation de cette faille, je pouvais exploiter cette faille en totale impunité. On ne pourrait jamais me retrouver. Okay, et j'avais un gain financier derrière. Eh ben, je dois être honnête, je l'ai exploité. Je l'ai exploité parce que j'avais une totale impunité. Et ça, et que j'avais un bénéfice derrière aussi, hein, quel que soit le type de bénéfice. Il y a toujours cette notion de bénéfice-risque qui doit jouer sur la vraisemblance du risque. L'administrateur, si je trace toutes ces actions et je fais en sorte que ces traces, il ne puissent pas les modifier, c'est certain
par rapport à un autre administrateur qui n'aura pas de trace et duquel il pourra toujours se défendre en disant mais c'est pas moi, eh ben, il y a une différence. Il y a forcément une différence d'action et une différence de probabilité finalement, si j'aime pas trop ce terme-là, mais de vraisemblance, on va dire, que le risque se produise. Oui. Et il y a aussi d'autres critères qu'on n'utilise pas souvent, mais lors de l'atelier 2, par exemple, on peut aussi, bon, ça nous est arrivé une ou deux fois, mais c'est vrai qu'on le fait pas souvent parce que ça a quand même un coût. On fait intervenir des experts de threat intelligence dans les analyses de risque qui nous permettent à mieux caractériser notamment les couples SROV avec d'autres pertinences que la simple, entre guillemets, la simple motivation, et cetera, avec d'autres, critères qui vont être, l'effet d'armes, l'arsenal à disposition à l'instant T, est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce que la source de risque est active ou pas en ce moment, par rapport à la cible, c'est-à-dire nous, et cetera. Et tous ces éléments aussi, finalement, jouent in fine, enfin, en tout cas, peuvent jouer, on peut s'en servir pour, moduler la vraisemblance, en atelier 4. Parce qu'évidemment, si on a une source de risque, qui est certes pertinente, mais dans un cas, elle est, entre guillemets «inactive» et dans l'autre, elle est très active, à ce moment-là, potentiellement, on peut faire jouer, un peu plus la vraisemblance sur le scénario dont la source de risque est très active en ce moment. Voilà, il y a différents critères comme ça qui peuvent être utilisés. Moi, j'aime bien l'idée que tu exposes, de prendre du recul, en fait, de décoller le nez de la vitre, si vous me permettez Mmh. l'expression, et de voir tous les facteurs. Et puis, d'argumenter. Alors, Stéphane, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des règles mathématiques hein, derrière, ou des règles de gestion derrière de ces indicateurs. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le Club EBIOS a fait un document pour aider justement à trouver les facteurs et donner des pistes sur des règles de gestion. Mais je pense que l'idée de voir l'analyse dans son ensemble, à la fois la pertinence de la source, à la fois le comment dire, la difficulté effectivement de réalisation et d'autres facteurs dont on viendra peut-être tout à l'heure. Par exemple, un autre qui me brûle les lèvres, entre un mode opératoire dans lequel j'ai une action élémentaire que je juge de valeur 2 et un autre mode opératoire où j'ai deux actions élémentaires cumulatives de valeur 2 chacune, en admettant que ces valeurs 2 exploitent une vulnérabilité qui n'est pas liée, pour moi, il y a une différence. Or, si je suis la règle de gestion du guide, les deux modes opératoires ont une valeur 2. Mais ce n'est pas la même chose d'exploiter deux vulnérabilités de valeur 2 et d'exploiter une vulnérabilité de valeur 2. Oui, c'est vrai. Mais je vais trouver des cas où ce que je dis est faux. Oui. Donc c'est bien Mmh. une appréciation qualitative des choses, avec des arguments. Il faut bien exposer ces arguments. Ouais. Il faut toujours effectivement ça prendre ce recul, voir un peu, c'est vrai que quand on a un scénario qui est fait en 4 actions élémentaires, séquentielles et puis, un scénario où il y a 30 actions élémentaires, c'est vrai que, la méthode pure de calcul ne va pas forcément prendre en compte le nombre d'actions élémentaires, dans ce scénario et pour autant, plus on a d'actions élémentaires à faire dans un scénario, plus ça semble compliqué et donc ça devrait, effectivement jouer sur la vraisemblance. Et ça, c'est quelque Ouais. chose qu'on peut interpréter, en tout cas avec le recul, pas forcément, le nez dans les chiffres, ouais. Alors du coup, sur cette histoire de recul, je vais relayer deux questions qui sont dans le chat, Mmh. qui sont liées. Et il y en a une qui vous allez répondre, et sur la deuxième, vous allez aussi répondre parce que vous allez voir que Donc on va répondre sur les 2. vous allez répondre sur les deux, mais les deux sont liés. La première question, c'est quelle est la définition entre vraisemblance brute et vraisemblance nette? Ça, je vous laisse digérer la question, parce que la deuxième partie de la réponse est liée en fait à ça. C'est un des facteurs importants, sinon le facteur le plus important selon moi, mais je suis pas euh, forcément partie des intervenants, concerne le socle de sécurité. Comment est-ce que vous intégrez le niveau du socle de Mmh. sécurité, le niveau de compliance à votre socle de sécurité dans votre calcul de vraisemblance? Et du coup,
question vraisemblance brute et nette. Je vous laisse refaire les définitions de ces deux terminologies-là et enchaîner aussi sur la partie SOC parce que je trouve que la question est Alors, intéressante par rapport à votre histoire de prise de recul. moi, je dirais déjà ce que je dis à tous mes consultants, faites-moi une analyse de risque, ne me faites pas une EBIOS. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est penser à la finalité des choses avant de vous coller à la méthode. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si l'objet, c'est de faire une analyse de risque à une question, est-ce que j'ai pensé à tout? Si je vise cet objectif-là, j'ai intérêt à mettre dans mon socle tous les éléments auxquels j'ai pensé, qu'ils soient implémentés ou qu'ils ne le soient pas, ou qu'ils soient éventuellement mal implémentés. C'est un autre sujet. Mais je vais mettre toutes les mesures auxquelles j'ai pensé. Et je vais répondre à la question, est-ce que le plan que j'ai défini est suffisant? Est-ce qu'il me reste des risques? Est-ce que les risques qui me restent sont acceptables? Et c'est en fonction de cette finalité-là que j'ai fixé la règle que je viens de vous émettre. Et où finalement ma vraisemblance brute, ma vraisemblance nette, elle va être très proche l'une de l'autre, j'espère. Ou alors c'est que j'ai oublié des choses. Et j'aurai une vraisemblance nette qui sera donc une vraisemblance de risque qui est après traitement du risque par rapport aux choses que j'ai oubliées. Okay. À l'inverse, on peut dire, ben non, ce que j'ai besoin, c'est de démontrer que certaines mesures sont nécessaires. Est-ce que j'ai besoin d'un SIEM ou pas? Quel est le niveau de signature dont j'ai besoin? Standard, élémentaire, renforcé. Si ces questions, si j'ai besoin de répondre à ces questions-là, je vais évidemment utiliser un socle et avoir une méthode de calcul des vraisemblances brutes et nettes qui va être différente, parce que ma finalité est différente. Ouais. Alors, moi, je pense que effectivement, pour la première question, Damien, c'était brut et net. Oui, Hein, définition de risque, vraisemblance brute et vraisemblance nette. Alors, moi, personnellement, j'interprète cette définition de vraisemblance brute et nette de la même manière que le niveau de risque brut et net. C'est-à-dire que, si vous avez remarqué, normalement, dans le guide méthodologique et BioCRM, on ne parle plus de niveau de risque brut et net. On parle de risque initial et de risque résiduel. Pourquoi? Parce que la notion de risque brut et de risque net, c'était initialement le risque sans aucune contre-mesure existante. Et le risque net, c'est le risque avec les mesures de sécurité existantes. Mais aujourd'hui, on a vu que ça n'a pas vraiment de sens, en tout cas, ça n'apporte rien d'essayer d'identifier un risque brut sans mesure de sécurité existante, parce qu'il y a toujours des mesures de sécurité existantes. Et donc, c'est pour ça que notamment dans les bio-CRM, on parle de risque initial et de risque résiduel, c'est-à-dire de risque initial prenant en compte les mesures de sécurité existantes et risque résiduel avec application future des mesures de sécurité proposées lors de l'atelier 5. Et pour Yann, la vraisemblance, oui, tu me permets un petit complément de ce que tu dis. Moi, j'ai même plusieurs vraisemblances nettes au niveau de risque net, au niveau de risque résiduel net. Parce que quelquefois, j'ai plusieurs jalons à mon plan d'action bien et je sûr. peux calculer mon niveau de risque résiduel et donc ma valeur, ma vraisemblance résiduelle à Hmm. plusieurs jalons en fonction de l'évolution de mon plan d'action. Ah oui, tout à fait, exactement. D'ailleurs, souvent en fin d'analyse de risque, vous avez, vous savez, vous avez notamment dans le cahier des charges des outils qualifiés pour CRM, vous avez des représentations graphiques, c'est-à-dire des matrices en fait de deux dimensions où on pose les risques par rapport à leur niveau. Et souvent en fin d'analyse de risque, vous avez le premier qui concerne les risques initiaux, donc risques avec les mesures de sécurité existantes. Et après, vous avez une, deux, trois, quatre X matrices qui correspondent aux différents jalons d'implémentation de vos mesures de sécurité ou de vos trains de mesures de sécurité et qui définissent les différents niveaux de risque résiduel en fonction des différents jalons, comme vient de le dire Jean. Donc voilà, moi après la vraisemblance brute et la vraisemblance nette, pour moi je l'assimile à exactement le même concept que le risque brut et risque net. Je fais plutôt référence à la initiale résiduelle que brute et nette.
Bon, je pense qu'on peut laisser la parole un peu à Stéphane, parce Oui. que le pauvre, il a du mal à en Ouais. placer une. Vas-y, Stéphane. Non, mais je suis d'accord avec Ken, je procède de la même façon. Juste peut-être un cas particulier, hein. Donc moi, j'interviens dans Thales surtout sur de l'aide aux phases de réponse à appel d'offres. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne travaille pas sur un produit fini, mais un produit souvent en conception et que les participants sont en train de modeler aux besoins en fait, du client. Donc les choses ne sont pas très figées quand j'interviens, et au fur et à mesure qu'on fait l'analyse de risque et que je leur demande ce qu'il y a dans le SOC, ils me citent 2-3 trucs généralement, mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on dit tiens, ça serait pas mal d'avoir ça en plus comme mesure, bah, ah oui, bah, on le met dans le SOC. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, tous mes risques sont minimaux parce qu'on a au fur et à mesure tout rajouté dans le SOC. Ouais. Puisque voilà, rien n'est figé. Effectivement, on est en stade de spec, et de toute façon, le socle n'est que à l'état de spécification et ça ne correspond pas à quelque chose qui est déjà dans le. Donc, bon, j'essaye en général de les freiner là-dessus et de dire voilà, ok, ça c'était ce que vous aviez dans le socle avant l'analyse de risque, ça c'est ce que vous proposez de mettre après l'analyse de risque. Donc on essaye de faire, mais c'est des compromis qui sont assez artificiels en soi en fait sur le truc. Le but étant évidemment d'avoir un produit sécurisé à la fin qui sera vendu au client. Ouais. Ouais, effectivement. Et c'est effectivement dans ce Alors, cas d'usage, ouais, on peut avoir initialement, quand il n'y a rien, on peut avoir une sorte de risque brut, puisque s'il n'y a rien de rien, on part d'un risque où il n'y a rien du tout et on ajoute des mesures ah, de sécurité. moi, je vais être provocateur. Pour Ah bon? moi, la vraisemblance brute et nette, ça n'existe pas. Il existe Ouais. des risques initiaux, des risques résiduels, des risques bruts, si on veut, des risques nets, même si je n'aime pas trop le vocabulaire, je suis d'accord avec toi, Yann. Mais la vraisemblance, elle s'applique à un risque. Et donc, il y a une faute. Enfin, moi, j'estime que c'est presque une faute. C'est quand je vois des analyses où il y a les mêmes risques, et puis on voit les vraisemblances qui descendent, qui baissent. Alors, dans le meilleur des cas, il y a un argumentaire qui dit pourquoi la vraisemblance baisse. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, mes équipes, ils expriment un risque résiduel de manière différente. C'est-à-dire qu'ils formulent un risque résiduel qui est finalement quels sont les modes opératoires qui restent faisables, les plus intéressants pour l'attaquant. Et donc, il y a une reformulation du risque. Et il y a une mesure de la vraisemblance par rapport à ce nouveau mode opératoire qui tient compte des mesures qui vont être en place. Donc, en fait, c'est pour ça que si je veux être provocateur, pour moi, ça n'existe pas, la vraisemblance nette et brute, parce que ça voudrait dire que ça s'applique au même risque. Et pour moi, ça ne s'applique pas au même risque. Alors, si je veux être provocateur aussi, pour moi, ça existe. Euh, Non, mais je suis effectivement d'accord avec Jean. Euh, nous, quand on fait une analyse de risque, on applique, enfin, c'est vrai qu'on l'applique pas, on parle de vraisemblance initiale et de vraisemblance résiduelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va effectuer le calcul de la vraisemblance d'un scénario opérationnel lors de l'atelier 4, vu qu'on fait de la méthode avancée, on le fait action élémentaire par action élémentaire. Donc, on va coter la vraisemblance de chaque action élémentaire, enfin, la proba difficulté technique, ce qui nous donne à la fin une vraisemblance. Et quand on va mettre en place, enfin, quand on va choisir des mesures de mitigation, ces mesures de mitigation, on va venir les poser sur les actions élémentaires qui sont liées à des biens supports critiques, c'est-à-dire des actions élémentaires dans notre scénario qui exploitent des vulnérabilités et qui permettent la réalisation de ce scénario. Et donc, du coup, quand on va mettre une mesure de sécurité sur une action élémentaire, admettons, cette action élémentaire avait une vraisemblance de 4, je dis n'importe quoi, cette mesure de sécurité qu'on va venir poser à cet endroit-là dans le scénario opérationnel va faire baisser la vraisemblance à 2, voire 1. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas moi, hein, si par exemple c'est une action élémentaire qui nous permet de faire de l'écoute parce que le flux n'est pas chiffré, bon, mais on va venir mettre la mesure de sécurité qui dit ben, je vais mettre du chiffrement de transport. Et donc, du coup, la vraisemblance d'écoute de ce flux à cet endroit-là du scénario qui était à 4, elle va tomber à 2 parce qu'on a mis cette mesure de sécurité. Et moi, Et qui te j'interprète. dit que la vraisemblance, du coup, de trouver la clé de chiffrement, elle n'est pas à 4? Ah ben, parce qu'en fait, c'est du qualitatif, donc intrinsèquement, quand on fait le calcul de baisse de cette vraisemblance, on va faire en sorte de dire
bah, il faut mettre du chiffrement robuste avec tel algorithme, etc. Parce que c'est sûr que si on met du chiffrement avec un algorithme qui est perfectible ou vulnérable, bah, ça ne va pas forcément faire baisser la vraisemblance. Oui, je suis d'accord. Non, mais je te parlais d'intercepter la clé de chiffrement lorsqu'elle est distribuée à des gens, par exemple. Enfin, je te prends vraiment Oui, un exemple, hein. oui. Mais c'est pour ça que... Enfin, vas-y, je te laisse finir, mais... Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, l'application d'une mesure de sécurité à un endroit donné dans la séquence d'attaque sur une action élémentaire va venir faire baisser la vraisemblance de cette action élémentaire. Et donc, du coup, in fine, au calcul, va venir faire baisser la vraisemblance du scénario opérationnel. Et c'est finalement ce qu'on pourrait rapprocher, en tout cas ce que moi je pourrais rapprocher de vraisemblance initiale, vraisemblance résiduelle, c'est-à-dire un peu comme le risque avant application de la mesure de mitigation et après application de la mesure de mitigation. Ouais, donc, moi, je suis assez d'accord avec les gens. En fait, j'essaye de forcer les gens à mettre en fait le niveau de vraisemblance et le niveau de gravité dans l'expression du risque, avec toutes les conditions pour lesquelles ça s'applique. Donc, typiquement, dans ton cas de chiffrement, je dirais, il est certain que quelqu'un réussisse à écouter l'information qui passe sur ton canal, sachant que l'information est en clair, menant, etc. Donc, effectivement, quand tu chiffres, en fait, le risque n'a plus aucun sens. L'information n'est plus en clair. Donc, tu es obligé de reformuler en disant il est peu vraisemblable ou peu vraisemblable que quelqu'un trouve la clé permettant de déchiffrer, etc. Donc, en fait, c'est tout ton expression du risque qui va être reformulée Oui, suite au traitement. En fait. oui, l'action élémentaire va changer. Ce n'est plus simplement Mm. l'écoute du flux parce que tu ne peux plus le faire. Il va falloir avoir deux ou trois actions élémentaires qui font je récupère la clé, du coup je capture le flux et je déchiffre. Voilà. Et du Effectivement, oui, coup, c'est vrai. globalement, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, vous aviez un scénario d'attaque, un chemin d'attaque d'un scénario stratégique, mais vous n'avez pas les actions élémentaires, vous n'avez pas les modes opératoires. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode pour évaluer la vraisemblance de ce chemin d'attaque du scénario stratégique? C'est-à-dire sans passer par l'atelier 4, c'est ce Sans que tu veux dire? passer par le détail de la cyber kill chain, le détail des actions élémentaires, Ah, quelles sont vos méthodes pour dire, OK, sur ce scénario de risque, comme disait Stéphane, j'ai un scénario de risque, j'essaie de poser une vraisemblance, il peut y avoir X manières de le faire. Quelles sont vos méthodes pour évaluer la vraisemblance lorsque vous êtes dans cette situation-là? alors, Alors, Damien, juste, vas-y, vas-y, Jean. juste au départ, un point important aussi. Alors, c'est peut-être pas le lieu, c'est peut-être pas le moment, parce qu'on va dériver trop, mais l'atelier 4, c'est pas forcément de la cyberkitchen. Oui, c'est vrai. Hmm. D'accord? Il y a des méthodes plus simples que ça, heureusement d'ailleurs. Hein. Par exemple, avec tout simplement l'exploitation de surfaces d'exposition. Je crois que tu sais bien, parce que tu travailles en ce moment pour le compte du Club EBIOS sur une méthode pour aider à construire les scénarios opérationnels, autrement qu'avec simplement la cybercliché. Tout à Bon, fait. je m'arrête là et je vais laisser Yann, mais je voulais juste préciser ça pour Oui, simplifier cet atelier 4. Oui, il y a X manières de calculer la vraisemblance, hein. Elle est là, la philosophie aussi de la Vas-y, méthode. vas-y Yann. Ouais. ouais, ouais. Bah, notamment, je pense que dans la prochaine version du guide qui va sortir au FIC, c'est une question qui apparaît à un moment donné. Enfin, pas directement, mais si on ne doit pas passer par l'atelier 4 parce qu'on manque de temps ou parce que ceci, ou enfin, peu importe les raisons, on peut toujours faire, entre guillemets, un calcul de la vraisemblance, méthode express, à dire d'expert ou via méthode empirique. Mais finalement, ça revient à faire un atelier 4 parce que c'est juste dans l'atelier 4, on y met un peu ce qu'on veut, hein. Dans l'atelier 4, on y met, hop, ça m'a pris 3 secondes, j'ai dit que c'était très vraisemblable et que c'était faisable, ou ça m'a pris 2 heures et j'ai fait une cyber kill chain de 30 actions élémentaires avec multiples critères. Donc ça dépend vraiment ce qu'on y fait. Moi, quoi qu'il en soit, je pense que pour qu'à la fin, on ait une vraisemblance, enfin, l'atelier 4, il ne sert pas qu'à calculer une vraisemblance pour moi. Il sert aussi à faire ce qu'on appelle, pour moi, la faisabilité. C'est-à-dire s'assurer que le scénario de risque qu'on est en train de discuter, il soit pas une vue de l'esprit ou quelque chose que les gens pensent que c'est réalisable, mais ça ne l'est pas. L'atelier 4, il sert aussi à démontrer que le scénario qu'on est en train de montrer est réalisable
et peut arriver. Et ensuite, dans un de second temps, on met ce niveau de vraisemblance, quoi. Mais j'essaie toujours, dans les scénarios de risque, de m'assurer que les scénarios de risque de l'analyse de risque qu'on va produire à la fin, ce sont des vrais scénarios de risque, entre guillemets, où on est capable de dire comment l'attaquant il va faire du début jusqu'à la fin en passant par l'exploitation de cette vulnérabilité pour atteindre son objectif visé. Même si on le fait de manière très sommaire ou si on le fait de manière très complexe. Voilà, peu importe. En fait, tu as pris la balle au rebond que j'avais commencé à jeter, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ce qui est important, il ne faut pas se fixer sur le fait d'avoir forcément une kill chain en atelier 4. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi quand tu dis, finalement, on peut très bien faire un atelier 4 sans le savoir, entre guillemets, avec juste une appréciation qualitative des choses grossières sur les scénarios stratégiques. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, la méthode, elle le permet, ça. Elle n'oblige pas, elle n'oblige ni à utiliser la cyber kill chain, ni à utiliser la cyber kill chain du guide méthodologique. Si vous voulez utiliser la Lockheed Martin ou celle que vous voulez, ou utiliser de la TAC-tree ou utiliser un autre modèle, vous pouvez utiliser un autre modèle. Yann, quand je pense que lors de la préparation de cet atelier, on a dit il ne faut pas que Stéphane parte trop longtemps, on est épouvantable. Oui, Stéphane. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, alors moi, je suis peut-être encore une fois dans un cas particulier, mais voilà, donc ça m'est arrivé quelques fois de ne pas mener la télé 4 et j'avais de bonnes raisons pour ne pas le faire, hein, qui est que en fait, le système n'est pas défini au stade où j'interviens. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des idées, en général des projets très amont dans lesquels on dit, bah, et si on lançait un produit pour faire ça? Donc, on a les partenaires avec qui je travaille, donc ont une vision assez claire en fait du but opérationnel, des valeurs métiers. Ils savent exactement avec les partenaires avec lesquels ils veulent travailler. Donc, l'écosystème est généralement très très riche. En général, c'est des projets très compliqués avec énormément de parties prenantes. Donc, j'ai travaillé généralement sur les ateliers 1, 2, 3 et on s'arrête plus ou moins là. C'est-à-dire qu'après l'atelier 5, c'est juste en fait la synthèse des risques tels qu'on les voit, mais sachant qu'il n'y a absolument aucun système qui est prévu, développé, et même spécifié à ce stade, bah non, l'atelier 4 n'a pas de sens et je ne vois personnellement pas l'intérêt de calculer une vraisemblance qui ne servira à rien en fait, hein, puisque en fait les risques, on peut déjà les traiter à ce stade-là, à la fois au niveau du socle de sécurité et à la fois au niveau de l'atelier 3 hein, sur l'écosystème lui-même, hein, et on va s'assurer qu'effectivement les parties prenantes de l'écosystème n'ont pas des positions en fait, de niveau de menace qui soient inacceptables. Et du coup, à la fin, ça veut dire que dans ton PAX, tu mets la liste des risques, des scénarios de risque avec des niveaux d'impact, et tu t'arrêtes au niveau d'impact ou tu... C'est ça? Exactement, voilà, Ah ouais. on n'a pas d'architecture, donc je ne vais pas m'amuser à faire des vraisemblances. Je ne sais pas quelle est la vraisemblance de ce passage-là. Il y a des éléments, hein, comme je l'ai dit, hein, qui viennent de l'atelier 2 ou qui viennent de l'atelier 3 avec la pertinence des couplets CROV ou le niveau de menace, qui peuvent donner certaines indications. Mais l'idée, c'est quand même de les traiter au niveau des ateliers 2 et 3 hein, et pas de ramener une vraisemblance artificielle. Sauf erreur de ma part, c'est le use case, le cas d'usage, pardon, du guide méthodologique analyse de risque préliminaire, il me semble. Hein, c'est ça, hein. Ah, on t'entend plus, Stéphane. Ah, ouais, Oui, pardon. Oui, c'est exactement ça. Alors, il y a une question là, peut-être dans le chat qui rebondit sur ce que tu dis, Stéphane, qui dit mais finalement, c'est finalement qu'une évaluation des événements redoutés. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais parce que je pense que si tu fais l'atelier là, tu vas plus loin quand même que les événements redoutés. Et je pense oui. qu'il y a, enfin, je vais vous laisser la parole, mais il y a quand même des choses fondamentales, je pense, dans EBIOS. Et je crois que peu de gens en ont conscience. Moi, j'utilise la méthode quand même en respect du guide. Même si je considère qu'un certain nombre de techniques du guide sont mis à titre d'illustration pour montrer que c'est possible de le faire, d'ailleurs le guide le dit hein, comme ça, il y a quand même des fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, il y a l'idée de l'atelier 1 et puis des autres ateliers après, 2, 3 et 4. L'atelier 1, c'est bien un atelier de conformité, c'est un atelier en regardant le défenseur. À partir de l'atelier 2, on est sur l'attaquant. Donc atelier 2 et 3, on est sur le point de vue de l'attaquant et on va réfléchir sur des menaces ciblées, délibérées et ciblées.
C'est ce que dit le guide. Okay, donc, à la remarque dans le chat qui dit « Mais finalement, Stéphane, tu fais une analyse des événements redoutés uniquement ?» Non, il y a l'analyse des événements redoutés, et puis après, il y a une posture d'attaquant pour imaginer par quel chemin il va quand même passer, même si on ne parle pas de vulnérabilité. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on peut imaginer qu'on liste des événements redoutés, et puis finalement, dans les ateliers 2-3, on se rend compte que certains événements redoutés qui sont redoutés par le business ne sont pas du tout des objectifs visés par les attaquants. Et donc, in fine, il n'y a pas de risque particulier. C'est vrai que c'est assez rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce que j'entends de Stéphane, c'est qu'il n'évalue dans ces cas-là que la gravité, puisque la vraisemblance, comme tu disais, Stéphane, n'a pas de sens dans l'exercice que tu fais. N'empêche que tu évalues quand même un chemin. Enfin, tu dessines un chemin sans évaluer Tout à fait. Bon, la vraisemblance. Donc, tu vas quand même beaucoup plus loin que l'événement redouté. Et puis, tu parles de motivation de l'attaquant et exactement. d'objectif de visée de l'attaquant et pas d'événement redouté. Je suis totalement d'accord avec toi, et il ne faut pas oublier aussi tout le travail sur l'écosystème. Je veux dire, l'atelier 3, il n'existe pas dans d'autres méthodes, et moi je trouve qu'il est absolument fabuleux. Protéger son système, c'est d'abord commencer par protéger son écosystème, et potentiellement bien choisir ses partenaires, bien choisir les co-traitants, bien sécuriser, se sécuriser vis-à-vis d'eux, aux interfaces. Donc, même en étant un système boîte noire, on peut réfléchir à plein de choses au niveau technique, mais au niveau contractuel aussi, avec ces gens-là. Donc, ça peut aller très loin, quoi. Oui, de toute façon, on Moi, j'ai voit. une question. Ouais. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y, Yann. Non, je voulais confirmer ce que dit Stéphane, c'est qu'effectivement, pour moi aussi, je trouve que la notion d'écosystème qui est introduite par EBIOS-RM est vraiment quelque chose de très important, et on le voit dans la réalité des choses, dans la réalité des choses sur les grands groupes, ou en tout cas les systèmes qui sont très complexes ou qui ont une certaine maturité. Les attaquants vont avoir, entre guillemets, euh, une certaine propension à réaliser leurs attaques plutôt par l'écosystème, c'est-à-dire chez nous ce qu'on appelle la supply chain, plutôt qu'attaquer directement en frontal le système, parce qu'ils savent que le frontal en système est probablement plus mature et plus robuste que la supply chain. Et la majorité des cyberattaques auxquelles on fait face aujourd'hui en tant que grand groupe, elles viennent essentiellement de cette supply chain. Donc la prise en compte de cet écosystème, il est essentiel. Alors moi j'ai quand même un biais là-dessus sur l'écosystème puisque tu en parles. Alors, je veux surtout pas qu'on dérive trop et Damien, dis-moi si c'est le cas. Non, mais m'arrête c'est dans le thème parce qu'au Mais final, je reprends mon idée du RIE. Moi j'étais sur une application. J'étudiais une application qui avait besoin d'un accès Internet et donc passant par la passerelle, la fameuse passerelle qui a été attaquée sur les RIE il y a quelques temps. Le problème, c'est que lorsque j'ai analysé mon écosystème par rapport à ma menace, mais la menace pertinente pour mon projet. Sauf que le problème, c'est que j'ai démontré que la menace n'avait aucun intérêt pour avoir un objectif visé sur le projet de me rendre indisponible, de rendre indisponible par un DDoS la passerelle du RIE. Parce que c'était totalement, enfin je veux dire, j'étais pas sur ce même niveau de menace. Donc, or pourtant, il y a 15 jours, ce pauvre projet s'est retrouvé embêté parce que la plateforme, comme vous le savez, était indisponible. Voilà. Donc, comment vous intégrez ça dans votre modélisation d'expression ou de valorisation du risque, puisqu'on en est là, d'expression et de valorisation du risque en termes de vraisemblance sur une situation comme ça? Pour moi, c'est tout l'objectif. Ouais. Oui, vas-y, Stéphane. En général, quand je demande aux gens en fait, de réfléchir à pourquoi, l'objectif visé de l'attaquant, j'intègre toujours le fait que mon système à moi peut n'être qu'une passerelle vers quelque chose de plus intéressant. Bon, ça, Non, mais c'est là, un c'est petit peu le cas l'inverse. de C'est Thales. un effet de bord. Là, c'est Oui, mais l'inverse. c'est C'est un pareil. effet de bord. Oui, mais c'est pareil. Enfin, c'est dans le même esprit. C'est-à-dire que ce que tu as subi, c'est bien un effet de bord. Et donc, c'est pas une attaque ciblée. D'une autre attaque. Exactement. Donc, c'est pas un chemin stratégique. Exactement. Mais comme Thales vend beaucoup à des étatiques,
je considère toujours que l'attaquant peut viser l'État et non pas le système que Thales vend. Et donc, je demande aux gens, aux participants de mes ateliers, de dire, pensez que votre système n'est peut-être qu'un vecteur d'attaque vers leur système cible à eux, et que potentiellement, il faut prendre en compte des intérêts des attaquants vers votre système qui ne serait que, voilà, je ne fais que traverser votre système. Ah oui, tout à fait. C'est effectivement ça, hein. Il faut prendre en compte l'aspect qu'est-ce qui aura des conséquences pour l'objet de l'étude pour moi et quel serait l'objectif visé des attaquants. Mais parfois, l'objectif visé, c'est vrai que nous aussi, chez Airbus, quand on fait nos analyses de risque, on prend en compte l'objectif visé par rebond, c'est-à-dire qu'il veut aller au-delà de l'objectif visé. Typiquement, si je fais une analyse de risque d'un prestataire, d'une supply chain, l'objectif visé de l'analyse de risque pour ce prestataire-là un des objectifs visés des attaquants pourrait être uniquement de se servir de ce prestataire pour attaquer l'industriel plus gros qui se trouve derrière. C'est un peu dans le même esprit, hein. Ouais, mais là, pour moi, tu prends l'inverse de ce que je disais. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, malgré tout. Exemple, je fais l'analyse de risque d'un petit site web institutionnel dans lequel il n'y a aucun enjeu de sécurité. Mm. Et ben, je peux avoir un attaquant qui s'intéresse non pas à l'enjeu de sécurité de mon site web, mais à ce qu'il y a derrière, et qui essaie Mm. de rebondir pour s'en servir comme passerelle pour pénétrer le système. Et donc, je dois tenir compte, du coup, forcément, des effets extérieurs. Oui, oui. Oui, tout à Oui, fait. mais C'est d'ailleurs ce qui n'est pas très bien fait dans le guide aujourd'hui, hein, pour être honnête, parce qu'on étudie beaucoup finalement le risque que représente l'écosystème sur le projet, ce qui est le niveau de menace finalement, mais on mesure peu l'inverse, c'est-à-dire le risque que fait peser le projet sur l'écosystème. Alors certains diront, c'est pas la même étude. Ok, là on n'est pas en train de faire l'analyse de risque de l'écosystème, on est en train de faire l'analyse de risque du projet, ce que je comprends. Mm. Après, ces considérations, en général, elles vous rendent encore plus complexe l'évaluation de la vraisemblance pour le coup, parce que vous étiez parti sur des sources de risques bien précises, objectives bien précis, mais avec une vraisemblance adaptée sur ces facteurs-là. Mais les facteurs extérieurs peuvent tellement changer que les vraisemblances peuvent changer en cours de route assez rapidement. Non, tu poses un point vachement important, Damien. Je pense qu'il faut dans l'évaluation de la vraisemblance, parce que c'est quand même notre sujet, donc on va revenir à ça. Il faut quand même qu'on s'appuie sur des argumentaires, enfin des facteurs qui ne bougent pas tous les jours. Parce que si ça bouge tous les jours, on va être sans cesse en train de modifier nos analyses de risque, ce qui n'aurait pas vraiment de sens. Okay. Donc je pense que dans cette vision qualitative des choses, il faut tenir compte d'une intempéralité si on peut. Alors évidemment, je ne parle pas de facteurs géopolitiques, je ne parle pas d'actualité chaude, bon, éventuellement. Mais en tous les cas, il faut faire quand même une étude. En tout cas, nous, la manière dont on le fait, hein, je vais pas me... J'ai eu tort d'utiliser il faut, il n'y a qu'à Faucon et de me faire la loi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est dans notre appréciation qualitative de s'exclure un peu d'une temporalité. Alors, il y a un cas embêtant, et d'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis, Yann, Stéphane, c'est le cas de la phase d'expérimentation, la phase d'exploitation. Souvent, on est dans un cas où on se dit, finalement, le risque, la vraisemblance du risque dans cette phase d'expérimentation, c'est moins grave parce que je vais utiliser une population de 100 personnes. Par contre, demain, quand je vais déployer ça à 1 million de personnes, voire 60 millions, je ne vais plus être du tout dans le même niveau d'exposition. Mhm. Et du coup, comment vous intégrez ce paramètre en fait temporel et d'évolution finalement du projet, de la phase d'expérimentation à la phase de déploiement, comment vous l'intégrez dans l'étude et dans la vraisemblance? Ce qui peut justifier le fait d'avoir un plan d'action, vous voyez, qui met pas des actions urgentes parce que je tiens compte de ce calendrier. Alors, enfin, nous, on n'a pas trop ces cas d'usage-là, expérimentation, production, implémentation, ou en tout cas pas clairement comme ça. Mais si je devais avoir à traiter ce sujet-là, pour moi, ce que je conseillerais aux gens autour de la table, c'est d'appliquer le principe qu'on applique en général tous en analyse de risque, c'est le CAPIR. Donc, du coup, partir du principe de quand on sera en production, parce que tout ce qu'on va trouver dans l'analyse de risque qui vaut pour la production, vaudra également pour l'expérimentation.
Bah non, après, si pour des besoins opérationnels et financiers, on a besoin de faire cette dichotomie entre l'expérimentation et l'opération pour pouvoir lisser les budgets, etc., ben à ce moment-là, on le fait, mais on le fait en deux études, hein, finalement, hein. Une dans le cadre d'une expérimentation et une dans le cadre d'une production. Enfin, en tout cas, je le ferai comme ça, j'ai l'impression. Alors, pour ma part, je vais peut-être scinder ma réponse en deux parties. Parce que je ne me reconnais pas totalement dans ce que tu dis. Enfin, en général, effectivement, s'il y a une phase d'expérimentation avant la phase finale, j'aurais tendance à me projeter directement à la phase finale et donc de regarder le pire cas comme Yann. Ceci dit, j'ai eu récemment le cas de gens qui m'ont demandé un support, hein, qui faisaient un proto et qui n'avaient pas forcément de contrat derrière, hein, pour dire que ce proto deviendrait un produit, etc. Et donc, on était toujours un petit peu à cheval en se disant quels sont les risques que je prends avec mon proto, parce que je veux quand même le montrer au client, ce proto, donc je vais le faire tourner, etc., avec des données qui peuvent être plus ou moins réelles. Et puis, si le client achète, voilà, on aura potentiellement quelque chose. Donc, l'analyse a été toujours un peu à cheval, un pied de chaque côté. On s'en est sorti en ayant des scénarios d'attaque qui étaient un peu spécifiques à la phase proto et des scénarios d'attaque qui étaient plus généraux. Voilà. Donc on a mélangé un peu les deux dans l'analyse de risque en disant voilà, on est en phase proto, on a un démonstrateur, on a des données qui ne sont pas des données réelles, donc la gravité change, la vraisemblance change, l'intérêt effectivement de l'attaquant change, donc il y a pas mal d'effets, et puis voilà, on part de l'hypothèse que potentiellement ça devient un produit à terme et ça pourrait devenir ça. Ouais, donc en fait, moi je suis assez d'accord avec toi, Stéphane, c'est la formulation du risque qui change. C'est pas tellement le chiffre, c'est surtout la formulation du risque qui va changer. Et ça me plaît bien. Oui. Oui, parce que l'événement redouté ne sera pas le même de toute façon. L'objectif visé, événement redouté, oui, ça va changer. Un autre. Excuse-moi, j'avais un autre truc à dire, c'est par rapport à ça, c'est par rapport aussi à la phase de production, en fait. Hein. En fait, il y a des risques qui peuvent s'appliquer pendant la phase de production, développement, spécification, etc. Hein. Et à ce moment-là, ça m'est arrivé en fait c'est surtout au niveau de l'écosystème, hein, de définir deux cartographies d'écosystème. L'écosystème au moment de la phase de production, donc on a les fournisseurs, les développeurs, etc., qui sont dans la phase dans cet écosystème-là. Et ensuite, le système part en exploitation et on a un autre écosystème différent, une autre cartographie à ce niveau-là. Mais voilà, en général, le reste de l'analyse est généralement commune. C'est vraiment qu'au niveau de l'atelier 3 où je me suis amusé entre guillemets, c'est parce que l'écosystème était extrêmement riche et que tout mettre sur la même cartographie, ça devenait extrêmement brouillon. Et donc, on a partitionné la cartographie de l'écosystème en phase de production et phase d'exploitation. Sur cette problématique des différents use cases des BioCRM, elle est relativement large parce qu'au final, il y a X manières, enfin, les différents use cases, projets en conception, les phases IVV, les phases système homologué. À chaque fois, il va y avoir des activités différentes et même dans l'évaluation de la vraisemblance, ça peut être complètement différent d'un projet à l'autre. C'est un peu ce que je retiens, c'est ce que vous avez dit au début, c'est le contexte et savoir à quoi va servir l'analyse de risque qui au final va définir plus ou moins la méthode et le niveau de profondeur que vous allez donner dans l'atelier 4 et puis dans les autres ateliers. Exactement. Oui. Non, vas-y, Jean. Vas-y. Hein. Non, moi je voulais revenir sur les facteurs d'évaluation de la vraisemblance. Il y en a deux qu'on n'a pas cités, au moins. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a deux que j'ai en tête. C'est comment vous rentrez l'évaluation de la vraisemblance. Je veux dire, comment vous rentrez, la connaissance nécessaire pour l'attaquant ou les moyens dont il doit disposer pour réaliser son attaque dans l'évaluation de la vraisemblance. Est-ce que c'est des critères que vous utilisez, vous, dans vos réflexions pour évaluer ce côté qualitatif, encore une fois, de la vraisemblance? Je vais laisser répondre Stéphane, parce qu'après, je réponds. Vas-y, Stéphane. Oui, je fais pas le... Mais je pense que Moi, Stéphane a un peu de retard sur le temps.
pars de l'hypothèse que tout ce qui n'est pas supposé être secret est connu de l'attaquant. Donc voilà, même si ça peut être plus ou moins difficile de l'avoir. Donc la préconisation, c'est de ne pas faire de sécurité par l'obscurité, hein, et donc de jamais partir de l'hypothèse que l'attaquant ne sait pas quelque chose, sauf si c'est effectivement quelque chose qui est tagué comme étant confidentiel. Oui, et puis je suis d'accord avec mes collègues et je compléterai sur le fait que, alors, nous, effectivement, on les prend en compte peut-être de manière, on va dire, induite, mais euh, pas formalisée, parce que dans la plupart de nos analyses, on n'a pas ressenti le besoin de le faire, mais encore une fois, j'en parlerai tout à l'heure à la fin de cette table ronde, notamment d'un document qui va décrire certains critères qui vous permettent de calculer la vraisemblance avec plus de précision et des méthodes qui vous permettent de pondérer cette vraisemblance multicritères, dont notamment font partie ces critères que vient d'évoquer Jean, à savoir les moyens nécessaires pour réaliser l'attaque ou les connaissances nécessaires pour réaliser l'attaque. Mais d'une manière générale, ce que j'essaie de faire, moi, c'est dans les débats autour de la table, on essaye de prendre en compte, en tout cas mentalement, cet aspect-là pour essayer de poser une valeur de vraisemblance. Bien entendu, c'est toujours moins précis que si on met une échelle pour chacun de ces critères et qu'on met ces critères dans une méthode de calcul. Euh, mais tout dépend de la granularité que l'on veut mettre dans l'analyse de risque et si on a besoin d'aller à ce niveau de granularité ou pas. Je vous parlerai à la fin de ce document en particulier. Damien, je ne sais pas si tu parles, on ne t'entend pas. Non, non, je D'accord. réfléchis aux différents thèmes par rapport à ce qui était prévu. Il y On a... peut, ouais. on peut revenir sur ce que disait Stéphane, je pense, parce que tout à l'heure, Stéphane t'a présenté une façon de faire, qui est une règle de gestion, pourquoi pas, qui, en gros, nuance la vraisemblance brute, on va dire, calculée par les modes opératoires, qui les nuance par rapport au SROV, donc ça on en a parlé, mais aussi par rapport aux menaces qui pèsent sur les parties prenantes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec, j'avoue, ces parties prenantes. C'est vrai que si on mesure la menace que représente chacune des parties prenantes dans le cadre de l'écosystème, il faut en faire quelque chose. J'ai du mal, moi, à faire travailler mes clients sur une notion que je ne vais pas réutiliser derrière. Déjà, premier point. Deuxième point, le mot de menace des parties prenantes me gêne un peu. Souvent, j'expose plutôt ça comme quel est le risque finalement que l'écosystème et la partie prenante en particulier fait peser sur le projet. Le risque supplémentaire en fait que ça fait peser sur le projet. C'est souvent plutôt comme ça que je vois les choses. Et de même coup, la pertinence, enfin la menace pardon des parties prenantes, je l'intègre dans ma vraisemblance. Je l'intègre dans le calcul de ma vraisemblance. Mais attention, je l'intègre dans mon calcul de vraisemblance en fait en exprimant un scénario complet, c'est-à-dire pour notamment m'assurer que la valeur que j'ai obtenue de menace est bien liée à la même source de risque, ne serait-ce que ça. Parce que si je compare des choix et des créotes, je n'arrive pas. C'est-à-dire que si au niveau mon calcul de menace de ma partie prenante, je l'ai calculé avec une source de risque particulière ou un SROV particulier, et que dans les scénarios opérationnels, j'ai un autre SROV, attention, je peux pas diminuer la vraisemblance, d'autant puisque c'est deux cas différents. Je ne sais pas si je suis clair dans. Oui, les contextes différents. C'est une question d'ailleurs qui était revenue, qui avait été posée, c'est que est-ce qu'une vraisemblance d'action élémentaire est la même d'un scénario opérationnel à l'autre? Tu viens d'y répondre, la réponse est non, parce qu'à chaque fois le contexte de l'attaque est différent, la partie prenante est différente, le source de risque peut être différent. Donc chaque action Quel est ton élémentaire. retour d'expérience, Stéphane, sur cette règle de gestion dont tu as parlé, qui permet de diminuer de 1, en gros, si la pertinence de la partie prenante, la menace, pardon, je vais y arriver, de la partie prenante est faible. Et est-ce qu'il y a des fois où ça passe super bien marché? En fait, je ne l'ai pas appliqué des tonnes de fois, hein, donc je ne pouvais pas faire de résultats statistiques, hein, mais quand je l'ai introduit, ça passe très très bien. Et
Et ce que je veux dire, c'est que moi, quand je décris mon scénario opérationnel, hein, je mets en préambule de mon scénario opérationnel mes hypothèses par rapport à l'écosystème. C'est-à-dire que j'explique ce qui est un prérequis au scénario opérationnel. Donc j'explique, voilà, telle source de risque a corrompu tel acteur de la partie 1, j'ai telle mesure de sécurité sur l'écosystème, et donc voilà, tout ça c'est documenté en amont de chaque scénario. Et donc quand j'analyse Mais mon tu scénario, considères pas la compromission de la partie prenante comme une action élémentaire, absolument pas. dont C'est tu un mesures une vraie, dont c'est tu du mesures une texte que je mets en vraisemblance. avant. Voilà. Ouais. Mais c'est documenté sur le même, enfin, graphiquement, hein, c'est un petit bloc de texte qui rappelle la partie prenante, les mesures de sécurité applicables sur la partie prenante et qui sont significatives vis-à-vis du prérequis que j'imagine, et un petit texte qui explique ce qui s'est passé. Voilà. Et le Ouais. scénario commence à ce Bon, stade-là, et donc ça agit Je pense, forcément sur la vraisemblance. je pense qu'on dit à peu près la même chose et que c'est peut-être qu'une question d'illustration. Mais moi, j'ai tendance à utiliser justement ce que tu appelles la compromission de tel ou tel acteur, telle ou telle partie prenante, comme une action élémentaire en fait. C'est une action élémentaire dans mon scénario. Et je le traite de la même façon. Même si les mesures, Alors j'ai moi, pu les mettre sur l'atelier 3. Et donc, du coup, si j'ai mis des mesures sur l'atelier 3, je vais en tenir compte dans mon atelier 4, hein, bien sûr. Du coup, Moi, par rapport au... je m'en méfie comme de la peste, parce que en fait, ce que j'essaye de dire aux gens, en fait, hein, c'est que les actions élémentaires ne se réalisent que sur votre système, ce que vous connaissez bien, ce sur quoi vous avez la main. Quand c'est une action sur la partie prenante, vous n'avez pas la main, vous ne pouvez rien faire. De toute façon, hein, ça se passe chez un tiers. Donc, prenez-le comme une hypothèse et commencez pas à complexifier votre scénario opérationnel avec des éléments sur lesquels vous ne pourrez de toute façon rien faire. Ce n'est pas la peine de documenter Je me suis quelque chose sur je lequel me vous ne suis pourrez mal rien faire. exprimé. Je me suis mal exprimé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne vais surtout pas descendre dans le détail, mais je vais mettre à la place de l'action élémentaire, entre guillemets, de mon scénario, compromission de la partie prenante. Le comment, j'en sais rien. Mais je vais mettre la compromission et je vais évaluer une vraisemblance qui est liée à la menace, à l'évaluation de la menace que j'ai faite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Donc, n'ai pas une vraisemblance, mais j'ai effectivement le niveau de menace qui vient de l'atelier 3. Hein. Et donc, typiquement, le nom de ma partie prenante sera entouré de la couleur qui correspond en fait au niveau de veille contrôle, danger de ça. Donc, on verra clairement lorsqu'on lit le scénario que ça passe d'abord par cette partie prenante qui elle-même est en zone de danger, par exemple. Et donc, ça ressortira d'une façon ou d'une autre. J'ai Alors, un dernier... Alors, il nous reste à peu près une dizaine... dire Je remets- le danger, c'est que si on laisse mettre des actions élémentaires qui correspondent à des actions sur l'écosystème, on finit, et ça je l'ai vu plusieurs fois, hein, d'avoir des scénarios opérationnels qui se passent uniquement dans l'écosystème. Et ça, c'est une vraie cata. je comprends. Oui, oui. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Et Damien, donc, c'est je vois interdit. qu'il y a quelques participants qui ont quitté, alors pas beaucoup, Non, hein, non, pas c'est pas beaucoup. Non, nombreux, ça bouge, mais je peut-être t'inquiète. on peut peut-être échanger avec la salle, non, Oui, les alors collègues? il nous reste en gros une dizaine de minutes si vous voulez aborder un dernier sujet, mais vous l'avez déjà partiellement abordé, qui serait comment est-ce qu'on évalue les mesures, l'efficacité des mesures de sécurité sur la vraisemblance des scénarios opérationnels. Par contre, si on se lance cette partie-là, il faudra que vous ayez une petite dizaine de minutes pour en débattre, si vous avez des méthodes et des retours d'expérience là-dessus. Ou après, on peut directement basculer sur les questions-réponses, soit du menti, soit celles qui sont aussi dans le chat, ou à l'oral, n'importe, tous ceux qui veulent poser des questions sont les bienvenus. Est-ce que vous voulez aborder Alors, rapidement moi, peut-être en rétexte comment vous mettez vos mesures et comment est-ce que vous justifiez des réductions de vraisemblance avec les mesures? ouais, je crois que ce que tu viens de dire est essentiel. Déjà, il faut savoir comment je lis mes mesures à mon risque déjà. Donc effectivement, moi j'ai une représentation des risques qui n'est pas une représentation sur la kitchen, en grande majorité. Je préfère représenter mes risques sur l'infrastructure et du coup poser mes mesures sur les chemins que je dessine dans mon infrastructure. De même coup,
je peux formuler, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau risque résiduel. Ce n'est pas le même. Je le formule différemment. Et mon nouveau risque résiduel, c'est quoi? C'est finalement la description du chemin, ou plutôt du mode opératoire résiduel. C'est du mode opératoire que l'attaquant va choisir tenant compte des mesures que j'ai mis en place. Et c'est en réévaluant ce mode opératoire, en termes de vraisemblance, que je vais obtenir l'effet de la mesure finalement, ou l'effet des mesures, parce qu'une mesure peut avoir des effets sur plusieurs risques. Ouais. Okay. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble, notamment pour juger de la priorité de certaines mesures. Il y a des mesures qui sont plus intéressantes que d'autres, qui rapportent plus que d'autres. Et donc, c'est encore une fois la reformulation du risque résiduel. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon équipe pour leur dire surtout reformuler. Moi, des consultants qui me font baisser des chiffres sans me dire pourquoi, comment, etc. Je trouve que c'est pas bon. Ça nécessite, à mon sens en tout cas, dans mon équipe, on reformule les risques résiduels. Ouais. Du coup, Stéphane, je sais pas si toi, vu que tu es beaucoup sur des systèmes en conception, vous avez déjà intégré cette notion de mesure dans les vraisemblances ou pas? Tout à fait, oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean, hein, donc il n'y a pas de souci. Et donc moi, alors, même si je travaille sur la keychain, je fais figurer en fait les mesures de sécurité existantes dans le socle de sécurité qui agissent sur la vraisemblance initiale du scénario opérationnel, hein, et je fais figurer également les mesures de sécurité que je préconise en addition. Je le fais généralement durant l'atelier 4, même si je ne suis pas encore en phase de traitement de risque, hein, je les pose parce qu'en fait, je considère que travailler sur un scénario opérationnel, c'est un effort mental assez puissant, hein. Ça demande pas mal de concentration, ça demande de se plonger dedans. Donc, je les mets tout de suite. Et ensuite, dans l'atelier 5, en fait, je ne ferai qu'une revue des scénarios opérationnels. Je verrai ce qui a été proposé à ce moment-là. Et surtout, je verrai, comme le disait Jean, hein, des mesures qui seront communes à plusieurs scénarios. Et ça, je le mettrai forcément en avant en disant le choix de cette mesure, ça va agir sur 2, 3, 4, 5 scénarios. Et ça, c'est super intéressant. Et moi, je suis effectivement d'accord avec ce que vient de dire Stéphane et Jean aussi également. Moi, mon approche quand je fais l'analyse de risque, alors j'utilise beaucoup le modèle de kill chain aussi. Je fais beaucoup de calculs de vraisemblance en standard ou en avancé. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, j'attends pas l'atelier 5 pour lister mes mesures de sécurité. Je le fais à chaud au moment de la définition de mon scénario opérationnel et de la définition de mes actions élémentaires successives. On voit très bien quelles sont les actions élémentaires critiques qui permettent au scénario de risque de se réaliser et d'avoir une vraisemblance assez élevée. Et donc, du coup, à ce moment-là, on traite à ce moment-là des mesures de sécurité et on dit quelles mesures de sécurité pourraient permettre de baisser la vraisemblance de ce scénario-là et on les applique directement via l'outil dans les mesures de sécurité, excusez-moi, dans les actions élémentaires associées. Pourquoi je le fais à l'atelier 4 et pas à l'atelier 5? Tout simplement parce que, comme vient de le dire Stéphane, se plonger dans un scénario opérationnel, ça demande quand même une charge mentale assez élevée, hein. Il faut bien prendre en compte tous les aspects, etc., etc. Et donc, plutôt que faire le scénario opérationnel, tous les scénarios opérationnels, puis ensuite faire un atelier où on reprend tous les scénarios opérationnels, il faut se remettre dedans pour aller bien trouver les mesures de sécurité qui vont bien. Moi, je préfère les faire au moment où tout est chaud en tête pour tout le monde, plutôt que d'y revenir après. Voilà, c'est juste J'ai exactement la même pratique. Et je vais même aller plus loin. Je mets même dans mon scénario, cliché ou pas, les mesures que je prends comme hypothèse qui me permettent de juger de la vraisemblance. Oui. Et dans le scénario, je mets mes mesures comme toi. Je discute tout de suite des pistes de solutions. Et je mets le niveau de risque résiduel en même temps. Ouais, ça. Oui, donc c'est pour ça qu'au final, vous avez tous les trois la même approche. L'atelier 4, c'est pas uniquement j'évalue la vraisemblance, c'est j'évalue la vraisemblance, je la justifie, je trouve les mesures de sécurité, je les propose et j'évalue en même temps l'efficacité de la mesure. Dans l'atelier J'ai 4, pas la même approche on que fait un toi. petit peu tout ça. J'ai pas la même interprétation que toi. C'est-à-dire, je ne considère pas les ateliers comme une succession de réunions, mais plutôt comme des approches, des réflexions. Et je peux mener plusieurs réflexions dans la même réunion.
Tu comprends ce que je veux Oui, dire? C'est-à-dire que je n'ai pas forcément une vision des ateliers séquentiels et réunion par réunion. non, Voilà. non, tout à fait. Donc, pour moi, je respecte, entre guillemets, la méthode. Hein. Je ne suis pas contraire à la méthode et je critique pas la méthode du tout, au contraire. Mm. C'est des approches différentes. Alors, à la différence de Jean, moi, je n'évalue pas le niveau du risque résiduel au niveau de l'atelier 4, parce que je considère que tout ce que j'ai proposé à ce niveau-là n'est pas acté. Et donc, je compte vraiment sur l'atelier 5 pour décider en fait si les mesures de sécurité qui ont été jetées au moment de l'atelier 4 sur le papier, on les garde ou on ne les garde pas. Parce que là, va se prendre en fait beaucoup d'autres considérations qui ne sont pas techniques, hein, de coûts, de Les jalons. temps, de masse, de mesures de sécurité à mettre en place. Et ça m'est arrivé plein de fois en fait qu'on avait proposé plein de trucs et qu'on dit bah non, c'est trop cher, on ne le fera pas de toute façon. Et donc voilà, donc, je dirais, c'est pas à ce stade, je dirais, pour moi, très utile de calculer ce scénario de risque, enfin, le résiduel, en fait, à ce stade-là, parce qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Alors, Stéphane, deux choses. J'ai pas dit que je le faisais dans l'atelier 4. J'ai dit que je le faisais à ce moment-là. D'accord? Encore une fois, pour moi, l'atelier 4 n'est qu'une approche. L'atelier 5 aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Et effectivement, c'est plus long. Et c'est pour ça que j'ai parlé de pistes de solutions et pas de solutions ou de mesures. Et je vais revenir dessus derrière, effectivement, comme tu le dis, pour dire, mais finalement, ça, je le fais pas. Ok, si je le fais pas, qu'est-ce que du coup, j'ai pas? Qu'est-ce que je ne diminue pas? Et c'est une réflexion récursive, entre guillemets. Et effectivement, il faut du temps. Tu as raison. Oui, ne serait-ce que si on intègre la notion de vallon dont on a parlé tout à l'heure ou de train de mesure qu'on applique à des moments différents, on n'aura pas les mêmes niveaux de risque résiduel en fonction des différents vallons et donc des différentes mesures qu'on applique. Oui, c'est vrai. Ok, bah, écoutez, très intéressant sur cette partie mesure, parce qu'on a des approches différentes. Les cas d'usage, les contextes, de toute façon, sont différents, et la manière de faire, il n'y en a pas une qui est bonne, elles sont toutes bonnes. Si vous êtes OK, on peut passer sur la session questions-réponses. Donc, je vais Oui. repartager les questions qui sont sur le menti. Certaines questions aussi qui ont été posées sur le chat, je les ai réintégrées au fur et à mesure directement, où nos intervenants ont pu aussi les regarder et y répondre. Et n'hésitez pas aussi à prendre la parole pour poser des questions directement. Ou Euh, Damien, ou prendre, ou donner des points de vue. Je oui, pense que oui, oui, des tous retours les trois, d'expérience, des on détient questions. pas la science infuse. On n'est pas là comme étant, on n'est pas l'ANSSI. Hein, on n'a pas propriété du dogme. Donc, il ne faut pas prendre nos paroles comme des vérités vraies, mais plutôt comme des pratiques et un retour d'expérience. Donc, d'autres retours d'expérience peuvent exister dans la salle, tout à fait. Tout à fait. Donc on va commencer avec les questions qui ont été posées, comme ça va motiver les autres après à poser leurs questions directement en live. Première question, la réduction de la vraisemblance associée à l'estimation de la pertinence SROV ou autre semble marcher quand le risque est formulé quand le risque formulé est associé à des objets uniques. Quid des risques factorisés? Alors, Là, il va falloir préciser. Peut-être va falloir parce préciser, que donc si la personne veut bien prendre la parole, il n'y a aucun souci, parce que la notion de risque factorisé, peut-être pas familière à tous, enfin dans mon cas en tout cas, elle ne l'est pas. Bah, je pense que c'est un peu ce qu'on a imaginé, Damien, dans les travaux qu'on est en train de faire. C'est-à-dire j'imagine qu'on peut se dire que les risques peuvent s'emboîter. C'est-à-dire qu'une action élémentaire peut se décomposer en plusieurs modes opératoires derrière et donc emboîter les risques. Je suppose que c'est ça que ça veut dire. Mais effectivement, il vaut mieux je que ne la sais pas ce personne qu'on entend précise. par objet unique, effectivement, parce que pour moi, le risque, d'ailleurs, je crois que dans le guide méthodologique, il y a un chapitre qui en parle, qui dit qu'un scénario de risque est rarement une cyberattaque est rarement l'exploitation d'une seule et unique vulnérabilité. C'est plus souvent un enchaînement d'exploitation de vulnérabilités, en tout cas d'actions élémentaires qui exploitent des vulnérabilités. Donc, si en termes d'objets, on parle de ça, d'actions élémentaires ou de vulnérabilité, pour moi, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait, enfin, il y en a toujours plusieurs. Pas sûr de bien comprendre la question. Bon. Si la personne peut nous préciser, on le fait, sinon peut-être on passe à la suivante. Écoute, je ne vois pas de réaction sur le Zoom. Alors je ne sais pas si Zoom dispose d'une fonction main levée ou pas.
Il y a des n'hésitez pas à prendre réactions. la Les gens parole. peuvent mettre des réactions. C'est ça, c'est les réactions, d'accord. Voilà. Peuvent, Alors, moi, je vais quand même répondre à un point. Hein. Moi, ça m'arrive d'être dans un cas, par exemple, où j'ai une action alimentaire qui est l'usurpation d'identité, par exemple. Sauf qu'il y a plein de façons de faire de l'usurpation d'identité. Donc, plutôt que de répéter toutes ces façons de faire sous forme de modes opératoires différents, dans chacun de mes scénarios opérationnels, je fais un mode enfin, je crée un sous-scénario en fait. Un sous-scénario opérationnel qui est tout ce qui va me conduire à l'usurpation d'identité. J'en mesure la vraisemblance et ensuite je réintègre cette vraisemblance dans toutes les actions élémentaires qui s'appellent usurpation d'identité. La seule chose auquel il faut que je fasse attention quand même, c'est que j'ai bien toujours les mêmes SROV et que je n'ai pas changé, encore une fois, comparé des choux et des carottes, encore une fois. Ah oui. Et donc, dans mon scénario d'usurpation d'identité où j'ai plusieurs modes opératoires, j'ai bien le même type de source de risque que lorsque je réutilise finalement de macroscopique cette usurpation d'identité, enfin, cette action usurpation d'identité. Combien on a de questions dans le menti, Damien? Pas beaucoup, 6 pour Ouais. l'instant. 6? Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à les poser soit par chat, soit en direct. Je rebondirai aussi sur le chat du Zoom. Certaines ont déjà été répondues d'ailleurs de ces questions. Mais celle-là est intéressante, peut-être en dehors de la méthode, mais dans la notion de vraisemblance, on va retrouver cette problématique-là sur les facteurs accidentels et environnementaux. En gros, on parle toujours de Ah. SROV, d'objectivisé, d'intentionnel. Quid de l'accidentel et du coup des environnementaux dans la démarche? Je pense que la question, elle est très, très intéressante. Elle dépasse même la mesure de la vraisemblance. En gros, qu'est-ce que je fais de ces risques non délibérés, non ciblés? Donc, ceux que j'ai vus avant l'atelier 2, hein, donc un atelier 1, c'est le seul atelier qui traite de ces risques-là. Est-ce que je peux les reprendre dans ma cartographie des risques de l'atelier 5? C'est ça la question. Et du coup, comment j'évalue ma vraisemblance? C'est ça la question. Je pense, ouais, Je pense. effectivement. Ouais, enfin, je ne la comprends pas forcément de la même façon, mais pour l'interne, je ne suis pas sûr de comprendre la question parce que je ne vois pas trop la différence entre interne et externe. Enfin, pour moi, c'est pareil, la source de risque peut Moi être non plus. interne ou Je externe. suis d'accord. Je fais pas de Ouais. différence. Mais on va Le parler fait de l'accidentel. L'accidentel ou accidentel non ou délibéré. environnemental, j'ai une façon un peu spécifique de le traiter. En fait, quand moi je fais les couples SROV, je ne bride absolument pas les gens sur le côté accidentel ou environnemental. J'invite les gens à les noter également. Sauf qu'évidemment, on ne va pas aller loin parce qu'il n'y a pas d'objectif visé pour de l'accidentel, une source de risque accidentel ou environnemental. Par contre, ce que je préconise au niveau de la métaux, c'est de les utiliser en combinaison avec effectivement un SROV classique. C'est-à-dire qu'il y a un accident ou il y a un événement environnemental particulier et ça permet à une source de risque intentionnelle de passer à l'acte plus facilement ou tout simplement passer à l'acte, qui est quelque chose qu'elle n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ce truc-là. Donc la combinaison en fait de l'accidentel et de l'intentionnel est pour moi quelque chose de très intéressant. Voilà, quelqu'un peut oublier en buvant son café, sa clé USB sur la table de la cantine, et ça permet effectivement à quelqu'un de mal intentionnel d'appliquer derrière. Et ça, c'est un facteur intéressant à mettre en place. Ou un autre exemple de ce que tu dis, Stéphane, c'est l'administrateur qui implémente mal des règles de filtrage, hein, ce qui est malheureusement assez courant. Et donc du coup, effectivement, je rejoins ce que tu dis, j'ai une source de risque qui va exploiter cette négligence qui a été commise. Et je mêle les deux. Je reste quand même sur l'idée qu'attention, je parle moi en tous les cas, je respecte la méthode strictement. Et je ne parle pas de sources non délibérées dans l'atelier 2. L'atelier 2, tout ce qui n'est pas ciblé ou délibéré s'arrête en fin d'atelier 1 pour moi. Mais par contre, est repris dans l'atelier 5 sous forme de risque. Et moi, mon calcul de vraisemblance, il se fait à partir de techniques qui ne sont pas décrites dans le guide des BIOS et qui sont plutôt des techniques probabilistes. Oui, Yann, pardon. Non, je suis assez d'accord. Je voulais juste rappeler, en fait, moi, ma compréhension du dogme, hein, de la méthode et de l'ANSI, au travers de tout le monde a vu cette pyramide du management du risque, c'est qu'effectivement, il y a les risques non intentionnels et les risques intentionnels dans cette pyramide globalement.
Et le dogme et la pyramide disent, ben voilà, les risques non intentionnels sont traités par le socle de sécurité, et puis les risques intentionnels sont traités par l'approche par scénario, donc après, à partir de l'atelier 2. Ça ne veut pas dire que les risques non intentionnels ne sont traités que par le socle de sécurité. Ça veut simplement dire que, a fortiori, le dogme considère que si on est en conformité avec son socle réglementaire et normatif, cela couvre la majorité des risques non intentionnels. Mais on sait que c'est jamais le cas. Et donc souvent, ce qui est fait, c'est que moi, j'instruis quand même une certaine part de risques non intentionnels au travers de mes scénarios de risque, au travers de l'atelier 2, 3, 4. Et selon moi, la méthode n'interdit pas de le faire, au contraire. Le dogme dit simplement, attention, on traite plutôt les non intentionnels au travers du socle et les intentionnels au travers de l'approche par scénario. Mais rien n'interdit de faire du non intentionnel au travers de l'approche par scénario. Alors moi, je vais pas revenir sur le dogme, puis c'est pas l'objet de débattre là-dessus, mais ça marche bien aussi quand tu passes directement de l'atelier 1 à l'atelier 5 avec le non intentionnel. Je vais revenir quand même sur une remarque que je vois dans le chat. Attention à menace interne et intentionnelle. J'ai peur qu'on confonde les deux. Une menace interne, elle peut être tout à fait intentionnelle hein, ou non intentionnelle. Enfin, les deux sont vrais. Ça n'a rien. Pour moi, les deux ne sont pas liés. Une menace interne d'un administrateur qui veut se venger, elle est interne et elle est foncièrement intentionnelle. Comme je peux avoir un administrateur qui commet une erreur de filtrage, comme je disais tout à l'heure, de configuration sur un firewall et crée une vulnérabilité forte ou une exposition forte en tout cas des équipements qui sont derrière ce firewall. Je pense qu'il parle de menace interne. Enfin, moi, je l'interprète menace interne comme une menace provenant d'un employé interne, d'un administrateur, etc. Et pas une attaque qui vient de l'extérieur, etc. Je l'interprète comme ça. DBO peut peut-être préciser? Oui, n'hésitez pas à prendre la parole. Qui ça? DBO? Ils DBO. peuvent. Ben, je vois Ah. DBO à tout le monde. Donc je ne sais pas s'ils peuvent. J'espère qu'ils peuvent. Ils peuvent parler, oui, normalement, ils peuvent parler. Tout à l'heure, ils Normalement, parlaient. oui. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main en utilisant réaction. Lever la main, ou vous pouvez utiliser des réactions, peu importe. Alors, Vous m'entendez là? oui. Ok. Oui, non, c'était l'exemple je sais pas, par exemple, d'un administrateur qui mettrait à disposition involontairement, pourquoi pas une base de données ou d'autres choses, hein. C'était ça que j'entendais par menace interne non intentionnelle. Ah, Pour oui. citer un exemple, sachant qu'effectivement, il peut y avoir les sujets de vengeance qui sont encore un autre sujet, qui sont une vraie menace intentionnelle, qui est encore un cas différent. Oui, mais là moi je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphane. Imaginons, moi je commets une négligence, allez, je mets sur Internet la liste de tous mes amis. Ok. Bon, on va oublier l'aspect vie privée hein, dans un premier temps. Mais je veux dire, tout le monde s'en fout. J'aurais pas de source de risque. Donc si j'ai pas de source de risque, j'ai pas de risque. Donc la menace, entre guillemets, ma négligence, dans mon cas précis là, n'aura pas de scénario de risque. Donc Ok, encore une fois, on revient au SROV, quoi. il faut effectivement que, in fine, on ait des conséquences pour l'objet de l'étude. S'il n'y a pas de conséquences pour l'objet de l'étude, s'il n'y a pas de source de risque qui veulent atteindre un objectif visé qui a des conséquences sur cet objet de l'étude, il n'y a pas de risque. J'ai une petite nuance avec toi, Jean. Pour moi, il y a une source de risque, il n'y a pas d'objectif visé. À partir du moment où je suis en accidentel, je n'ai pas d'objectif visé, mais j'ai bien une source de risque. Mais il y a une conséquence. Il y a toujours, s'il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de risque. Tout à fait. Il n'y a pas forcément d'événements redoutés non plus. Hein, non, mais on va arrêter l'exemple là. Oui, pour cet exemple-là, il n'est pas évident, Jean. Hein, Oui. C'est vrai. Une autre petite question rapide du menti. N'arrive-t-il pas qu'une action élémentaire placée dans deux scénarios différents n'ait pas forcément la même vraisemblance? Ah, c'est une oui. très bonne question. Très très bonne question. Oui, Yann, vas-y. En réponse courte, non.
Oui, ça dépend comment on la voit. Oui, c'est très contextualisé, effectivement. Une action élémentaire, elle est liée au contexte du scénario opérationnel, dans le scénario dans lequel on l'instruit. Et moi, je vois sa valeur de vraisemblance, non pas intrinsèque de manière brute à l'action élémentaire, mais au contexte et au scénario opérationnel, ou en tout cas au scénario de risque dans lequel elle est instruite. Donc, je ne sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, une action élémentaire qui dit me mettre en position de man in the middle, elle peut avoir une vraisemblance de 4 dans un scénario opérationnel et puis une vraisemblance de 1 dans un autre scénario. C'est Moi, je vais pas. même aller plus loin que ça. Même dans un même scénario, selon l'endroit où il est positionné dans la kill chain. Oui, Tout dépend en fait des prérequis de l'attaque, enfin de l'état, de l'état de possession, on va dire, oui, de l'état qu'a l'attaquant en exécutant cette action élémentaire. L'état de connaissance, l'état d'action, etc. Et donc, s'il a déjà mené des actions préalables, des actions élémentaires préalables, il aura évidemment pas la même. Enfin, pour moi, en tous les cas, je considère que l'action élémentaire n'aura pas la même vraisemblance que si c'est au début de la chaîne. Pour la même action élémentaire, encore une fois. Une autre question liée à Cobit. Dans Cobit, il y a également une notion de contrôle qui permet de contrebalancer les différents niveaux dont la vraisemblance. Est-ce que vous utilisez également cet aspect dans EBIOS? Cette notion de contrôle. Quand on dit contrôle au sens COBIT, ça veut dire controls en anglais, ça veut dire mesure de sécurité Si c'est le cas, oui. La réponse est oui. Sinon, il faut développer, je ne sais pas. Je ne connais pas, donc je ne répondrai pas. Ouais, je ne sais pas. Bon, alors moi, je sais que c'est pas interdit aux moins de 18 ans, mais c'est à peu près tout ce que je sais de Cobit. Alors moi, je vois deux sens. Traitons dans les deux sens, Yann. Contrôle au sens la mesure de sécurité mise en place. Donc évidemment, comme on l'a dit depuis le début, moi je tiens compte dans ma vraisemblance des mesures de sécurité en place, ou en tout cas des mesures de sécurité qui ne sont pas discutables, qui sont en place ou qui vont être mis en place d'ailleurs, dans les deux cas. Donc la mesure de sécurité, effectivement, je la prends en compte dans ma vraisemblance. Si on prend contrôle au sens, est-ce que j'ai une mesure de contrôle qui permettra de vérifier, par exemple, je donne un exemple, j'ai une mesure qui me permet de générer de la trace, et puis j'ai une mesure de contrôle des traces. Voilà. Est-ce que la mesure de contrôle des traces permet de contrebalancer un niveau de vraisemblance? Ben oui, oui, bien sûr. Notamment par rapport à des facteurs d'impunité, par rapport à des facteurs de réaction. Forcément, oui. Ok. Autre question liée au socle. Vous l'avez déjà partiellement abordé. Comment estimer l'effet de l'application du socle de sécurité au niveau des scénarios opérationnels et au niveau de la vraisemblance? Comme je l'ai dit, hein, je ne prends pas l'effet globalement du socle, hein, mais sur chaque scénario opérationnel, je vais piocher dans le socle les mesures de sécurité qui font sens par rapport à ce scénario-là et qui vont agir sur la vraisemblance de chaque action alimentaire de ce scénario. Donc oui, il est totalement pris en compte. Oui, Alors et moi, moi, ouais, vas-y. alors, je dirais, je compléterai avec l'approche de Stéphane, c'est-à-dire que je le fais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais prendre la liste des non-conformités de mon socle de sécurité. Et lorsque je vais arriver en atelier 4, je vais voir si ces non-conformités, qui sont des vulnérabilités hein, à la base, sont exploitables au travers de scénarios opérationnels que j'instruis ou qui pourraient générer de nouveaux scénarios opérationnels qui pourraient conduire à des risques. Mais je ne les considère pas de manière atomique comme un scénario de risque pur. Je les considère plutôt comme une aide dans l'atelier 4 pour déterminer si, à partir de ces non-conformités, je peux construire des scénarios opérationnels qui démontrent la faisabilité d'un scénario de risque en exploitant ces vulnérabilités. Donc il y a les deux approches, effectivement. Alors, oui, moi je suis d'accord avec toi, Yann. J'ai une autre façon de le dire, mais je pense que ça revient au même.
Au niveau du SOC, quand j'ai une non-conformité, je vois si je peux la traiter tout de suite. Ça veut dire quoi, la traiter tout de suite? Ça veut dire trouver une mesure qui permet de combler cette non-conformité et qu'il n'y ait pas d'arbitrage sur cette mesure. C'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la mettre dans le plan d'action, il n'y a pas photo. Ou alors, j'ai un cas d'arbitrage, c'est-à-dire que la non-conformité existe, et je me demande si oui ou non il faut que je la mette en œuvre. Et dans ces cas-là, je fais comme Yann, c'est-à-dire que je la réintègre dans mes scénarios pour démontrer si oui ou non le risque inhérent à cette non-conformité vaut le coup, entre guillemets, ou en tous les cas doit être traité. Il y a une chose par contre absolument fondamentale, c'est de ne pas oublier les mesures que j'ai mis en place et que je considère dans l'ensemble de ma réflexion. Et donc les mesures que j'ai mis en place au niveau de la non-conformité du socle, je la remets même dans mon plan d'action. C'est-à-dire que les mesures existantes, je les remets dans mon plan d'action. Dans mon plan d'action, je dis que la mesure, elle est déjà exécutée, elle est déjà faite, donc il n'y aura rien à faire. Mais par contre, ça me permet en audit d'avoir une liste complète de tout ce que je dois vérifier. Parce que je peux très bien avoir quelqu'un qui me dise oui, la mesure est en place, j'ai pas de problème, et puis en fait, c'est pas vrai du tout. Et donc, c'est au moment de l'audit que je vais pouvoir le vérifier. Vous me direz, il suffit de prendre les éléments du socle et en audit de vérifier, de refaire une vérification finalement. Mais moi, je préfère les mettre dans une sorte de plan d'action. Voilà. Juste pour information, le standard IEC 62443 préconise une approche assez proche de l'EGOS, dans le sens où il préconise la définition d'un socle de sécurité qui est fonction du niveau de l'attaquant. Et ensuite, ils disent, si vous êtes 100% conforme à votre socle de sécurité, en fait, l'analyse de risque s'arrête là. Dès que vous avez une non-conformité, vous devez faire une analyse par scénario pour voir si cette non-conformité est exploitable ou pas exploitable par l'attaquant. Ah oui, un peu de. Donc ça, c'est parfaitement formalisé dans l'IEC 62443. Ok. Je ne sais pas si tout le monde parle IEC dans le texte. La Stéphane. 62443, c'est l'IEC qui traite de sécurité industrielle, hein, si je ne m'abuse, Stéphane. Tout à fait. Les zones, les conduits, tout ça. Mouloud a une question, je vous en prie. Ouais, bonjour à tous. C'est plus une remarque, une question par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est pas parce que j'ai toutes mes mesures qui sont dans mon socle qui sont appliquées qu'il n'y a plus de risque. Oui. Je sais pas, on pourrait parler de mesures, enfin d'attaque, d'action élémentaire d'attaque qui consisterait à bypasser une mesure qui est déjà en place. Par exemple, si dans mon socle, j'avais, je sais pas, le d'hygiène de l'ANSSI, que j'ai bien des antivirus partout, les antivirus, ça se bypass, quoi. Donc, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit sur le 602, je pense que juste dire, du moment que toutes les mesures du socle sont appliquées, alors il n'y a plus de risque. Non. Alors, c'est pas ce qu'on a dit. Je pense que c'est pas ce qu'on a dit. Il n'y aura jamais plus de risque. D'abord, il n'y aura jamais plus de risque. C'est-à-dire que ça, c'est un problème. Mais d'autre part, moi, c'est ce que je disais, Mouloud, c'est que je réécris des nouvelles, en fait, des nouveaux modes opératoires tenant compte des mesures. C'est-à-dire que je vais écrire un mode opératoire qui va être que j'ai développé un code malveillant qui passe outre la mesure de sécurité d'antivirus que j'ai prévue au niveau de mon socle. Okay. Mais je le mets dans mon action élémentaire. Ok, si vous me permettez, j'en profite pour poser une autre question. Quand tu disais, Jean, je reprends mes mesures dans mon socle qui sont déjà appliquées et je les remets dans mon plan de traitement pour avoir une vue globale en fait, de l'ensemble des mesures qui pourraient contribuer à réduire mon risque en vraisemblance selon leur niveau d'application, comment tu juges du cumul de l'application des mesures sur la réduction de la vraisemblance? C'est-à-dire, est-ce que tu fais des différences entre la capacité de telle ou telle mesure à réduire la vraisemblance, à quel niveau, de quelle manière, comment tu fais ça de manière cohérente? Et une dernière question, comment tu fais pour que ça soit pérenne dans le temps si quelqu'un d'autre vient maintenir l'analyse plus tard après toi? Parce qu'ils n'auront pas la même réflexion que toi. Ouais, alors je vais commencer par le dernier point. Le dernier point, effectivement, c'est le point sensible. Le point sensible, mais là, enfin, tu connais mon point de vue parce qu'on a déjà travaillé ensemble, mais pour moi, c'est l'argumentation qu'il faut mettre au maximum dans l'étude, de manière à ce que je me suis peut-être trompé dans ma réflexion, quelqu'un aura peut-être une autre façon de penser, mais au moins il sera au courant de mon argument qui m'a permis de juger
une vraisemblance ou de juger en tous les cas une conclusion de l'étude. Alors, c'est pas si facile que ça, parce que d'abord, il est difficile de mettre un argumentaire trop long parce que ça prend beaucoup de temps. Et d'autre part, la personne qui vient derrière, il faut qu'elle lise l'argumentaire et c'est pas toujours facile à exploiter de manière synthétique. Je vais revenir à ta première question. Je suis pas sûr de l'avoir très bien comprise. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'au-delà du socle standard, entre guillemets, c'est-à-dire des exigences d'un RGPD, des exigences d'une politique de sécurité, etc., souvent on tient compte de mesures qui sont décidées au niveau de l'architecture. Et c'est ces mesures-là que je trouve importantes à remettre dans le plan d'action. Parce que souvent, tu as des gens qui vont te décrire l'architecture en te disant on a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité, puis tu t'aperçois après que ce n'est pas vrai. Or, si tu ne le mets pas comme hypothèse et comme hypothèse à vérifier aussi à la fin dans tes audits, tu perds quelque chose. Ah oui, Et moi, je l'avais intéressant. souvent mis comme mesure existante au début de l'étude, et puis pas repris derrière. Et le problème, c'est que les gens, ils vont pas jusqu'au bout, quoi. Tout ce qu'ils exploitent dans l'audit, c'est le plan d'action de sécurité. Et donc, si je le mets pas au niveau de mon plan d'action de sécurité, c'est souvent oublié. Voilà, c'est un retour d'expérience, c'est pas un retour d'expérience méthodologique, c'est juste une question pratique. Ah non, c'est un point super intéressant. Effectivement, c'était l'objet d'une autre question que je voulais poser, mais que je mettais pour plus tard. Alors, je te repose la question d'avant parce qu'effectivement, je pense que j'ai peut-être mal formulé, mais en gros, il y a des mesures. Supposons qu'on n'est que sur les mesures qui ne sont pas appliquées, hein, pour mettre de côté le point que tu viens de faire. Il y a des mesures qui, en soi, on a une perception qui est étative. On se dit, celle-là, elle est plus efficace qu'une autre. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Faire un audit de code de ton appli web que tu viens de développer, c'est une action qui est beaucoup plus forte, entre guillemets, dans son effet de réduction de la vraisemblance d'un risque associé à cette application, qu'une mesure qui serait de faire signer à tes développeurs une charte qui dit oui, je fais attention. Tu vois. Donc, la question que j'avais, c'est imagine, tu as 5 mesures, n'importe quoi, sur ton risque. Comment tu juges de l'efficacité de l'une par rapport à l'autre pour réduire le risque? Est-ce que tu juges de ça de manière globale? Et c'était ça, en fait, c'était ta façon de penser qui est dure effectivement à répéter dans un argumentaire pour qu'elle soit reprise par quelqu'un d'autre dans J'ai le compris. temps. Moi, j'ai deux réponses à te donner. D'abord, j'ai pas de méthode, si ce n'est l'expérience, à part dire une mesure organisationnelle en général elle est moins forte qu'une mesure technique, et encore, tu pourrais trouver des cas où c'est pas vrai ce que je dis. Mais c'est l'expérience. Enfin, j'ai pas de méthode a priori là-dessus. Par contre, là où je peux avoir quelque chose, c'est de dire, comme je fais des risques résiduels, dans mon risque résiduel, j'exprime la défaillance que peut avoir la mesure que je mets en place. Par contre, attention à ne pas confondre à la mesure est mal implémentée. Ça, pour moi, c'est les travaux de l'audit. Ce n'est pas les travaux de l'analyse de risque. Mais par contre, je peux dire, il faut mettre une authentification par carte à puce, je dis n'importe quoi. Et dans mon risque résiduel, j'aurai quoi? J'aurai qu'il y a une compromission de la distribution des cartes. Et donc, une compromission de l'identité lors de la distribution des cartes. Parce que j'imaginerais une étape, parce que c'est fractal cette histoire. Donc, une étape d'un défaut, comment outrepasser la mesure que j'ai mis en place. Ok, et si tu me permets juste. Je monopolise la parole, là. Je vais laisser Yann et Stéphane aussi donner un point. Il nous reste 5 minutes. Hein. Ouais, je vais arrêter ma question alors, parce qu'il y avait le point de l'aveuglement, entre guillemets. Est-ce que tu peux dire que tu as une mesure, en fait, qui est, que tu considères comme appliquée dans ton socle, mais par exemple, tu sais pas, supposons que la mesure, c'est durcir, je sais pas, durcir telle configuration, et que tu as N bien support qui pourrait être concerné par cette mesure, tu sais pas à quel point elle est vraiment appliquée à l'échelle de ton SI. C'est intéressant de voir quel est l'effet sur la vraisemblance que tu vas modéliser, en fait, de ton niveau d'aveuglement sur ton SI où tu sais pas à quel point elle est vraiment appliquée, quoi. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mais bon, je m'arrête là. Ouais, je vais pas répondre. Moi, je dis simplement attention, il faut pas oublier le travail de l'audit et de pas confondre le travail de l'audit et de l'analyse de risque. Mais j'irai pas plus loin là pour l'instant. Damien, je te laisse. Oui, je vous propose d'enchaîner sur les informations par rapport au collège. Donc, je vais te laisser Yann en parler. Un papier qu'on a sorti au niveau du collège des praticiens l'an dernier, et puis d'autres productions, et globalement le collège au sens large.
Exactement. Donc le Collège des praticiens, outre faire des tables rondes comme celle-ci, on publie aussi des documents, on échange sur nos pratiques d'analyse de risque, et notamment sur le sujet de cette table ronde qui concerne l'évaluation de la vraisemblance. Vous avez un document qui a été publié effectivement, je crois, l'année dernière au sein du club. Vous avez le lien qui est ici, qui s'appelle une autre méthode d'évaluation de la vraisemblance, qui va proposer différentes méthodes de pondération de la vraisemblance ou de cap, comme parlait tout à l'heure Jean aussi, de la vraisemblance en fonction de certains critères, et qui va également proposer une sorte de base de connaissances des critères permettant de réduire la vraisemblance. Donc vous pouvez librement télécharger ce document sur le site du club via le lien qui est ici, ou tout simplement en vous rendant sur le site du club EBIOS et en cliquant sur production. Il faut descendre un petit peu, c'est dans la partie base de connaissances, il me semble, Oui. où vous trouverez ce document. Vous en trouverez également d'autres. Je vous invite à y aller et vous verrez qu'il y a des documents qui sont très intéressants. Je voulais également parler d'une autre production du club qui est le test de connaissances, mais avant de parler de ça, est-ce que Jean ou Stéphane, vous avez un mot sur ce livrable ou je peux passer au Moi, test? pour moi, c'est bon, Yann. Ok, Stéphane? Et, Ok, rien de spécifique à dire. parfait. Et donc, je vous rappelle également que le club a mis en ligne un test de connaissances si jamais vous voulez exercer votre connaissance, tester vos connaissances sur la méthode. Il y a un test en ligne qui est publié par le club. De mémoire, il y a 20 questions. Ces 20 questions, à la fin, vous donneront un résultat qui est noté, il me semble, sur 20, et qui vous donneront une idée à peu près de votre niveau de connaissance de la méthode, sachant que chaque question vous donne également les corrections en cas de mauvaise réponse, en tout cas les propositions de correction. Voilà. Tu peux donner une idée de la moyenne qui a été obtenue sur la base des tests qui ont été faits Alors, de pour que les gens puissent mémoire, se juger, s'auto-juger? de mémoire, la Et je moyenne doit t'interdis de tourner. dire combien j'ai eu. Ouais. De mémoire, la moyenne doit tourner aux alentours de 11-12, hein, il me semble, Damien, quelque chose comme ça. Hein, Je ne sais plus, je ne sais plus. il me semble que c'est ça, Oui. 11-12 à peu près. Sur plusieurs centaines de réponses. Sur la dernière fois que j'ai regardé, on était à 850 questions, je crois, 850 tests remplis. Voilà. Donc, c'est pas un test qui est très facile, hein. Il y a des questions qui sont voilà, parfois un peu tricky. Donc, il ne faut pas se formaliser si vous n'avez pas 20 sur 20. Hein. C'est juste pour se challenger un peu, quoi. Voilà. Je vais vous mettre le lien aussi sur le chat. Et je vous dirai pas combien a eu Jean. Parce que déjà, je m'en rappelle plus. Et puis bon. Est-ce qu'il y aura une dernière question avant de clôturer? La toute dernière. N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. J'ai une réunion qui commence en 30 secondes. En tout cas, Merci beaucoup, Damien. Moi, je vous laisse. Merci Jean, encore, Damien. merci Merci à Stéphane, tous. merci Yann. On aura d'autres sessions de ces tables rondes qui sont programmées. On en a prévu un tous les 2 ou 3 mois, il me semble, tous les 3 mois. C'est ça. Et pareil, il y aura une information qui sera faite au bon moment sur les réseaux, sur le thème qu'on aura abordé. Si, Normalement, un il y dernier aura point, Damien. l'enregistrement qui sera aussi disponible de celle-ci. Damien, un dernier point. Oui. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur LinkedIn de manière à ce que on soit motivé pour en faire d'autres. Surtout Damien et Yann. Voilà. Exactement. Merci pour eux. Oui, vos encouragements sont les bienvenus. Ça nous permettra de nous motiver pour en faire d'autres. Ouais. Oui, voilà. Donc l'enregistrement à suivre dans pas longtemps, le temps de faire un petit peu de montage, et on vous tient au courant sur les prochaines sessions. Et n'hésitez pas sur LinkedIn, pareil, à même nous proposer des thèmes que vous verriez intéressants à être abordés. Nous, on a plein d'idées déjà au niveau du collège des praticiens, mais il peut y avoir d'autres idées super intéressantes, des problématiques que vous rencontrez, que vous aimeriez discuter. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a les adresses mail et il y a le LinkedIn pour nous contacter. Et il y a même un Twitter aussi, ou un X comme on dit maintenant. Exactement. Merci Merci beaucoup. à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous.